À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... Donc, si jamais il y a des petits bruits de succion... c'est pas de moi. Oui, c'est ça. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Bon, ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le Pod, le podcast officiel de la Fête du Canada. Non, c'est pas vrai. Hey, c'est vrai! Ben, on est le 2, fait que c'était hier la Fête du Canada. C'est pas grave, bonne fête en retard, Steph. Merci, bonne fête à tous les Canadiens. Et le podcast officiel aussi du fait que j'ai expulsé. Donc, je n'ai plus le souffle court quand j'enchaîne deux phrases. Hey, mais le dernier épisode... Allô tout le monde, excuse-moi, on est de retour. Hey, le dernier épisode, t'as de l'air d'une grosse torche. C'est ça que t'allais me dire? Oh my God! Je vais pas vous mentir, vous le voyez pas sur caméra, mais j'étais enflée. Mais OK, je veux pas invalider ce que tu dis, là, parce que, pour vrai, moi, j'ai toujours trouvé que ça paraissait pas du top. Là. Si tu te levais pas, on pouvait pas savoir que t'étais enceinte. Ce qui était particulier, c'est que l'avant-dernier épisode avant que tu expulses, donc l'épisode numéro... 7, exactement. Lie to me? Lie to me, merci. Dedans, je me suis dit, je vais faire ça au prochain. Je voulais enlever toutes les fois où est-ce que Bébert, il te donnait des coups de pied. Ah. Parce que ça faisait... ça arrivait plein de fois. Puis tu sais, c'est pas drôle, mais c'était fucking drôle. Tu sais, là, je les ai tout enlevés, ça a jamais paru, puis c'est bien correct. Mais là, je me suis dit, le prochain, je vais les garder. Il a pas kické une petite fois. Ah. Pas une fois, t'avais de l'air bien. Le dernier, là, je pense qu'il avait commencé à descendre, fait que je le sentais moins d'un côte en haut. T'étais à ta 39e semaine. Là. Mais c'était spécial d'éditer ces épisodes-là de toi enceinte pendant que Bébert était déjà là. Oui, fait que là, j'étais comme, what the hell? T'sais, je sais pas qu'est-ce que ça t'a fait l'écoute, là, mais je pourrais t'envoyer l'intégrale puis t'aurais des souvenirs de ta grossesse. C'est drôle parce que dans l'épisode, je fais comme... ça pourrait arriver n'importe quand. Puis là, j'étais comme, je sais quand est-ce que c'est arrivé finalement. J'ai un punch que je connais pas, Stéphanie. Exact. Et je suis très fière de vous dire que, dans le fond, là, c'est niché, là, OK? Mais mon fils est né le 7 mai et le personnage de Tara décède le 7 mai. Et moi, je trouve ça vraiment nice. Je l'ai pas... C'est un message de Tara. C'est exactement. C'est Tara qui me donne un petit clin d'œil d'en haut. Bon, c'est sûr, ça aurait été encore plus cool qu'il naisse, mettons, à la fête de Buffy. Mais on sait jamais c'est quand son esti de fête parce que, rappelez-vous, dans saison 1, que c'était pas la même date dans son dossier à l'école que sur sa pierre tombale. On était comme, c'est quoi son esti de date de fête? Fait qu'on le sait pas. On le sait. De toute façon, c'était à l'automne, fait que je me serais pas rendue là. Mais j'ai accouché d'un petit garçon qui s'appelle Albert. C'est pour ça que Bruno arrête pas de dire Bébert depuis tantôt. Mais c'est parce que c'est un bébé, puis là, tu sais, c'est ça. Ouais. Exact. Donc, Albert va bien et... Puis il est beau, je l'ai vu juste avant d'enregistrer, il est tellement beau, c'est mon gars, fait que c'est le plus beau, hein, vous savez comment c'est. Puis ça va bien, on a pris une petite pause, moi puis Bruno, c'est pour ça qu'on avait quand même fait plusieurs enregistrements pré-accouchement, sachant qu'une fois que tu expulses, tu sais jamais... comment ça va aller, mais ça se passe super bien. On a pris notre petite pause et là, on recommence nos enregistrements. Pour vous, ça n'aura pas paru dans la diffusion. Là, je suis une mère maintenant. Ouais, donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont me faire réagir plus. Je le sais pas. La richesse de ce que c'était. Tu sais, quand je disais ça au début, là, que je voyais une richesse dans accueillir la maternité pendant qu'on fait Buffy, là, ça va comme... Exact. Puis tu sais... Le fait que tu as eu un gars aussi, la perspective que tu vas avoir à la fin avec Angel, quand que tout ça va arriver avec Buffy, puis comment que tu vas... Tu penses que je vais être plus protectrice envers Angel? Genre, c'est pas de sa faute, OK? Non, je pense pas que tu vas être plus protectrice, mais je pense que tu vas commencer à prévoir dans ta tête qu'est-ce que tu vas faire pour pas qu'il devienne de même. Je sais pas si tu me suis, genre, tu sais. Il y a des affaires comme ça. Puis tu sais, je dis ça parce que
je parle beaucoup avec des fans de Buffy ici et là, puis je vois on a vu Félicia aussi qui avait le petit livre de lecture de Buffy qui vient d'en sortir un nouveau d'ailleurs, un nouveau livre d'histoire. Ça s'appelle The Power of Friendship, quelque chose comme ça. OK. Puis si je pense exemple à Guillaume Témayotte aussi qui a deux enfants, bon, Marc-André Moreau, fan de Frisson, fan de Buffy aussi, qui m'a envoyé une petite photo de sa petite fille qui regarde c'est sa petite fille, attends, je suis pas plus sûr là, parce que là j'ai tellement d'enfants autour de moi là, mais qui me montre vraiment un petit... Il me semble que c'est sa petite fille. Là, je suis plus sûr, excuse-moi Marc-André, mais qui regarde Buffy. OK, puis qui dit, oui, c'est une petite fille, je suis en train d'en faire une fan, puis je suis comme, good. Je sais pas à partir de quel âge je peux regarder Buffy, peut-être. Ben là, c'est un bébé. 9, 10? C'est surtout un bébé. Mais je me dis, dans une dizaine d'années, je vais pouvoir dire peut-être à mon gars, hey, on se start une série, puis on va se mettre à écouter des Buffy, mais pas... Mais Sarah Michelle Gellar, elle vient de le faire avec ses enfants. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais. Comme au moins en haut de 8 ans, là, c'est au moins 8 ans et plus, la saison 1. Oui, là, 8 ans et plus. C'est le même que c'était... certains épisodes étaient 8 ans et plus, d'autres étaient 13. Parce que c'est des épisodes comme quand Angel, il perd son âme, là, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'ils respirent fort, maman, puis qu'on les voit danser la lambada sous les draps, tu sais, c'est... Mané, je veux dire, c'est peut-être pourquoi un peu il a perdu son âme? Parce qu'ils ont dormi ensemble. Oh my... Faut jamais dormir avec les filles. Non, mais tu sais... Sérieusement, un enfant, c'est de même que ça emmagasine les choses. Hein? Si jamais tu couches avec quelqu'un, il va devenir super méchant avec toi. Tu sais, quel genre d'éducation? My God. Terrifié. OK, mais là, on n'est pas là encore. On n'est pas là, mais je voulais juste vous dire que j'ai expulsé. Oui. Puis, je prends juste une petite... Je sais pas si dans nos Patreons, notre clientèle, voyons donc. Nos colocs. Nos colocs, vous allez voir, mon cerveau n'est pas tout revenu, mais dans nos colocs, je sais pas s'il y a des filles, des femmes qui veulent des enfants ou pensent à ça, mais je voulais juste vous dire que j'ai eu vraiment un bel accouchement, doux et pas traumatisant. Puis je le dis parce que quand j'étais enceinte, il y a plusieurs personnes qui trouvaient vraiment pertinent de me raconter les histoires d'horreur, d'accouchement de leur cousine, de leur voisine, l'amie de mon amie, elle, ça a vraiment pas bien été. Puis t'es comme, pourquoi tu me racontes ça? Puis on dirait qu'on entend beaucoup des histoires d'accouchement que ça a pas bien été, que ça a été super long, puis que ça, tu sais, qu'il y a eu des complications, mais moi, ça a vraiment bien été. Puis on est fait pour ça, hein? Parce que moi, je suis une fille, je suis zéro en forme, c'est mon premier mois, je fais pas à split, je fais pas de yoga, puis fait que tu sais, j'étais comme moi, peut-être que je vais avoir de la misère, je vais trouver ça dur, puis pour vrai, ça a vraiment bien été. Oh, Steph, je t'aime. Puis faut se faire confiance, notre corps est fait pour ça, puis je veux le dire parce que, pas pour braguer, en tout cas, moi, ça a bien été, mais ça arrive que ça va vraiment bien, là. Moi, quand j'y repense, je suis pas traumatisée, puis tu sais, ben oui, les contractions, ça fait mal, les filles, là, dans le sens. Ben oui. Mais genre, vous avez déjà eu une peine d'amour, vous êtes correct, ça fait aussi mal. Fait que on est correct. Je te crois. Puis je trouve ça le fun. Je me sens privilégié, en fait, qu'on ait ce discours-là sur le podcast ici, justement, d'être là, toi qui dis ça. On sait que tu bragues pas. C'est évident, là. Puis c'est vrai que c'est important que les femmes entendent aussi des histoires comme ça. Puis désolé que tu aies eu à vivre, de recevoir ces témoignages-là à un moment où est-ce que tu t'en sors pas, tu vas accoucher. Mais c'est parce que c'est comme si, mettons, ils te voient avec ta bédaine, ils te voient que t'es enceinte, puis ça leur fait penser à cette histoire-là épouvantable qui est arrivée à l'amie d'une amie d'une amie. Oui, ils sont comme, hey, t'accouches où? T'accouches à quel hôpital? J'accouche à l'hôpital Ramsau. Moi, ma cousine, elle a accouché là, ça a pas bien été, les infirmières étaient de la merde. Ben c'est super. Tu sais, tu comprends? C'est comme, je t'ai dit que je m'en vais là. Je te dis pour que tu te prépares. Ouais, c'est ça. Me préparer à, tu sais. Là, on est 2 Slayers aujourd'hui. Oui. Hein? On ne sait pas encore avant la fin de l'épisode, mais toi, là, mon Dieu, je prends les gonds. Mais non, mais il faut, là. Je veux dire, à Mané. C'est parce que j'ai hâte d'arriver à la pause pour continuer à jaser. Ben oui, c'est ça. Fait que là, on rencontre aujourd'hui une nouvelle Slayer. Toi, ton expérience là, de part 1. On est dans part 1. Là. Oui, parce qu'il faut quand même juste expliquer. On fait vraiment 2 épisodes pour l'épisode 9 et l'épisode 10. C'est 2 épisodes séparés. Même si c'est un téléfilm, cette histoire-là, qui ont coupé en 2. Ouais, ça va être comme rattaché. Là. Moi, j'avais un très bon souvenir, mais je t'avoue que là, on vend pas de punch, mais Kendra, qui est le nom de la deuxième tueuse qu'on découvre dans l'épisode 9, elle revient un peu plus tard dans la saison. Puis,
je sais pas pourquoi j'avais mélangé certaines scènes que je pensais que c'était là que ça arrivait. Puis là, après ça, je fais, ah ben non, Chris, c'est quand Angel a plus son âme, ça. Fait qu'on est crissement pas rendu là. Mais il y a des petits bouts que j'attendais, j'étais comme, ah non, c'est pas là. Fait que j'ai comme eu des petites déceptions parce que ma mémoire avait comme mélangé les morceaux de Kendra. Mais c'est vraiment un bon 2 épisodes, là. Ah oui, tellement. Moi, je tripe bien raide sur ces épisodes-là. C'est vraiment très, très, très bon, mais c'est juste que j'en voulais plus. Ouais. Mais c'est pas tout de suite, ça, Stéphanie. Dans le fond, j'ai vraiment hâte. Je sais pas c'est quoi les numéros d'épisodes, là, mais tu sais. 21-22. C'est ça. J'ai vraiment hâte à la finale, dans le fond. Mais, pas moi. Calmons-nous, on est rendu à mi-chemin. Mais c'est vraiment un excellent épisode. J'avais oublié à quel point Kendra est vraiment attachante. Oui. Mais moi, j'avais écouté en français, le traduit, là, quand ça jouait à Vrac TV. L'accent qu'ils lui font faire dans la version originale en anglais, je suis pas sûre, par exemple. C'est pas trop clair, c'est quoi l'accent, en fait? Non, puis à la limite, je suis comme, ben là, c'est-tu parce que tu es une personne issue de la diversité, fait que là, vous lui faites faire un gros accent, on sait pas trop c'est quoi En fait, je pense qu'ils ont plus voulu la faire, en fait, qu'elle venait vraiment d'ailleurs. Puis qu'elle le voyait. Parce qu'elle arrive en avion, hein, aussi. Fait que je pense qu'ils ont vraiment voulu... Elle vient du continent africain? C'est pas clair. Elle arrive d'où? Ils disent... Je sais pas si elle est noire ou latino. Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai dit issue de la diversité, parce que j'ai aucune idée. Puis c'est pas méchant, hein? Moi, non, mais c'est parce qu'on lui pose pas la question dans l'épisode. Fait qu'on n'a pas la réponse. Puis son accent nous aide pas du tout, là, comme je sais même pas si c'est un accent qui existe, là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ça m'a un peu tapé sur le rognon. J'étais comme, ben, elle aurait comme pu aussi... Parce que, en fait, ce qui me gosse, c'est que c'est au-delà de l'accent, c'est que c'est presque quelqu'un qui a un vocabulaire restreint. Mm-hmm. Comme, tu sais, un peu à l'homme des cavernes. Tu sais, on dirait qu'elle coupe des mots dans ses phrases, genre... That's me favorite shirt. That's me only shirt. Oui. Ouais. Moi, je peux pas parler garçon. Tu sais, c'est quasiment un peu ça. Beer bad. Mais plus un accent, c'est comme si ça en envoyait le message qu'elle avait un vocabulaire réduit. Peut-être qu'en fait, sa langue première, c'est pas l'anglais. Ben, en fait, je pense que c'est ça, tu sais. Puis probablement non plus qu'elle, c'est pas la fille pour qui le langage, c'était important de le développer. Elle parle avec ses points, là. C'est ça, tu sais. Elle est là pour combattre des démons. Elle s'est faite donner, tu sais, quand elle était jeune. Ouais, mais en tout cas, on portera attention cette année. Il précise d'où elle vient. Peut-être que ça va être écrit dans le guide des monstres ou dans notre guide officiel, hein? Peut-être qu'il faut bien que ça serve à quelque chose. Peut-être. En tout cas, mais ça me gosse un petit peu parce que j'étais comme, ben, c'est pas parce qu'elle vient d'ailleurs qu'elle n'est pas capable de faire une phrase complète, ce là. Ouais, des fois, ça s'échappe, elle en fait. C'est ça qui était la petite affaire avec Bianca Lawson que j'adore. Moi, depuis ce temps-là, à chaque fois que je vois ce nom-là, j'écoute jusqu'à ce que je le vois. Dans beaucoup d'épisodes de séries ici et là, tu sais, les fameux acteurs d'un jour. Là, elle est magnifique. Magnifique, excellente en fait et très, très polyvalente. Elle parle pas avec cet accent-là dans la vraie vie non plus. Ben non, quand on la voit, à chaque fois que je l'ai vue dans d'autres émissions, j'ai toujours trouvé fascinante dans ce qu'elle faisait. Puis elle ne se ressemble jamais, comme elle disparaît dans son personnage, cette actrice-là. Je trouve ça vraiment... Un vrai caméléon. Oui. Je nommerai pas qui je considère comme ça, mais tu sais qui. Britney, bitch. Ah! Je les coupe toujours. Mais oui, j'aime beaucoup cette actrice-là. Quand elle arrive ici, tu sais, au début, quand elle arrive, j'ai trouvé ça intelligent qu'on nous fasse penser qu'elle faisait partie de l'ordre de Taraka. Que je trouve vraiment cool, l'ordre de Taraka. Puis là, où est-ce qu'ils ont fini cet épisode-là qui est du génie? Je me rappelle quand j'étais petit, puis que ça a joué, puis qu'elle a dit « I'm Kendra! The Vampire Slayer. Là, moi, j'étais comme, quoi? Avant de l'écran, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est vrai que le build-up, parce que comment c'est fait, ça nous fait vraiment croire que le troisième membre de l'ordre de Taraka, c'est elle. Non, ça, c'est du... C'est Buffy qui a peur, qui est full vulnérable pendant cet épisode-là, puis qui va se réfugier chez Angel. Oui. Puis, tu sais, comme tout s'explique aussi que Kendra, elle pense que Buffy était une vampire. Oui. Non, c'est très, très bien ficelé. Ah, oui. Contrairement à certains épisodes de la saison 1 puis même de la saison 2, dans les premiers, où tu fais comme le scénario, comment ça que lui, il savait pas ça, puis, tu sais, des fois, il y a des raccourcis, même dans Lie to Me aussi, il y avait des petits raccourcis, mais là, je trouve que c'est extrêmement bien ficelé. Oui, effectivement. Non, c'est très, très bon, là. Hey, ça va être motivant d'aller faire ça, cet épisode-là!
Yes. Ben, je t'envoie au bloc 2. Ah, ben, je suis prêt. Ah! Alors, bienvenue dans What's My Line Part 1, le titre anglais, qui fait référence à, si je me trompe pas, une série d'impro qui jouait à télé le soir, comme à 10h30. CBS, je pense, là, What's My Line Anyway, quelque chose comme ça. OK. Puis What's My Line, qui est genre, OK, on me vole ma personnalité, on me vole mon persona, donc Kendra qui arrive et qui dit I'm the Vampire Slayer. C'est genre Buffy, What's my line? C'est pas puis le... Buffy dit cette phrase-là quand elle parle avec Angel, quand elle est dans sa chambre, là, par rapport à la semaine de carrière à l'école, elle dit je me sens comme dans What's My Line, mais que j'ai pas de part. Ben, c'est ça, c'est toute une question d'identité, genre, ouais. C'est tellement bien construit. En français, Kendra, partie 1. Ben, j'avoue que What's My Line, c'est pas la phrase qui se traduit le mieux, là, mais... Quel est mon texte? Ouais. Quelle est ma ligne? Hein? Un épisode qui est écrit par Howard Gordon et Marty Noxon. Ça, c'est un nom qui va revenir souvent dans les prochaines années. Marty Noxon allait rester écrit scénariste là, pour Buffy là, pendant, je pense, jusqu'à la fin. Réalisé par David Solomon et mettant en vedette Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Nicholas Brandon, Anthony Stewart Head, Charisma Carpenter et David Boreanaz, mais aussi James Marsters, Seth Green, Eric Sayet, Kelly Connell, Bianca Lawson, Saviero Guerrera, Juliette Landau, Armin Shimmerman, Michael Rothbar et P.B. Hutton. Qui fait quoi là-dedans, je peux vous dire, mais ce serait trop long. P.B.? Qui fait P.B.? P.B. Hutton, il l'a pas dit, c'est pas écrit. C'est ça, les deux derniers, c'est pas écrit. Ils ont dit, plus de place. OK. Pendant que tu me partages des fun facts, je vais essayer de lire en même temps, voir si on nous dit des choses sur Kendra, sur son origine. Tu sais. Vous vous rappelez, je me rappelle plus dans quel épisode, j'avais comme trouvé une espèce de classement de tous les épisodes de Buffy. Bon, je veux juste vous dire que quand j'ai voulu retourner sur ce classement-là, il fallait que je paye pour avoir accès à l'article. Donc là, j'ai fait, OK. Mais j'ai trouvé un autre classement qui était accessible sur Pasta Magazine. Bon, c'est peut-être pas exactement le même classement, mais ça se ressemblait parce qu'au final, les meilleurs épisodes, vous savez, ça ressemble à quoi le top 10? Pas mal. Là, par contre, c'est pas un top 144 comme l'autre, c'est un top 135 parce que tous les épisodes part 1, part 2, ils ont mis ensemble, ce qui fait vraiment du sens. Là. Donc, je vous révèle le classement pour What's My Line Part 1 and Part 2. D'après toi, Bruno, c'est classé combien sur 135 épisodes? 135 épisodes, c'est sûr qu'il est dans au moins les 50 premiers. OK, ouais. Ce qui est dans le premier bracket parce que c'est vraiment... Oh, man. Pour moi, j'ai vraiment eu une bonne cote, là, mais où est-ce qu'il peut se trouver? Je te dirais peut-être autour des 20, entre 20 et 30. Wow, Bruno, très impressionnant. Il est positionné à la 27e position. Ah, c'est bien fucké, ça! Oui, donc 27 sur 135, je vous rappelle, même s'il y a 144 épisodes, tout ce qui est Part 1, Part 2, donc What's My Line, Innocence. Becoming à la fin. Becoming, dans saison 1 aussi, Welcome to Sunnydale, Darvest. OK, ils sont ensemble, eux autres? Oui, c'est ça. Genre, tout ce qui est Part 1, Part 2, ils les ont mis ensemble, ce qui fait qu'en tout, il y a comme 135 épisodes. Mm-hmm. Donc, What's My Line, Part 1, Part 2, classé 27e sur 135, donc excellent, quand même. Ben, c'est vrai qu'il est excellent, là, cet épisode-là. Là. C'est super travaillé. Les premières dates de diffusion, c'est le 17 novembre et le 24 novembre 1997, avant Scream 2. Ouais. Le mois après I Know What You Did Last Summer. Quand même. Quand ça a sorti. Fait qu'on était frais de Sarah Michelle Gellar qui venait de se faire tuer d'un pneu dans... Le pacte du silence. C'est weird. Tu sais, là, on est comme genre... quasiment 30 ans plus tard avec le requel qui sort. Moi, ça me fait... Je file hyper, je vais te dire, déclenché par tout ça. Je ressens des fois quasiment des envies de pleurer à penser au film. J'ai tellement hâte au reboot. Là. Écoute, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un TV spot en français québécois, puis à la fin, le dude, il dit, pareil comme quand il disait dans le temps, là, le pacte du silence. J'ai failli me mettre à pleurer, j'en ai des frissons quand je l'entends. Je trouve tellement que c'est magique. Puis tu sais, c'est tellement liché, il nous donne tellement ce qu'on veut. Oui. Le pacte du silence. Là, en tout cas. Oui.
Puis là, ben, je cherche On le dans veut, le notre livre. fanservice. Mais en attendant que tu trouves, je poursuis avec mes fun facts. Dans l'appartement d'Angel, sur la table, on verrait 2 cendriers, qui est quand même assez drôle parce que les seules fois où on voit Angel fumer, c'est dans Innocence et Redefinition, qui sont les épisodes où il a perdu son âme. Donc, C'est vrai, il prend une puff dans le jugulaire d'une madame. Ouais, fait qu'en tout cas, il garde des cendriers dans son appartement, même si il n'y a pas l'air de fumer. Sinon, Willow et Oz se rencontrent enfin dans l'épisode What's My Line Part 1 après que Oz ait vu Willow dans Income Mommy Girl et Halloween, mais sans pouvoir lui parler. Là, ils se rencontrent et ils se parlent enfin. Et il y aurait... Scooby Gang qui est utilisé pour la première fois par Xander, mais j'ai vu ça dans les fun facts, mais je me rappelle pas où. Mais ça serait la première fois que le terme Scooby Gang serait utilisé. Ah, OK, ben là, je vais checker. C'est sûr que c'est écrit là-dedans. Je viens de trouver la section où est-ce qu'ils vont parler de Kendra. Faut juste que je trouve Kendra. Parfait. Sinon, je complète. C'est la première fois qu'on va au bar de Willy. Donc, c'est la première fois qu'on y va. Mais on va y retourner dans plusieurs épisodes, dont dans The Amants, de Zippo, Goodbye Iowa et dans Family. On y retourne souvent. Puis Willy, lui, c'est un humain, right? Oui, mais comment il fait pour dormir le soir, je sais pas. Non, je sais pas. On le sait pas. Sinon, Willow parle de sa peur des grenouilles dans l'épisode. Donc, oui, ça I'm aussi, drowning in... Je me rappelle pas c'est quoi qu'elle dit, là. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que comme faut pas les têtards. Oui. Tu sais, le mot qu'elle utilise, c'est des têtards, genre. Mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle dit, mais elle parle des têtards. Et là, elle dit qu'elle a dit à Jess qu'elle a peur des grenouilles, et on va en reparler, entre autres dans Killed by Death. Donc, c'était mes fun facts. Oh, la phrase que Xander dit, c'est « You wanna be a member of the Scooby Gang, you gotta be willing to be inconvenienced now and then. » Il dit ça à Cordelia. Ça dit pas quand. Ah, quand ils rentrent dans la maison. Quand ils vont chez Buffy. Oui, right. OK. Alors, c'est la première fois qu'on utilise le terme Scooby Gang. Quand même, on est dans saison 2, épisode 9. Donc... Puis, Kendra, on me dit ici... je vais lire en anglais, je vais mettre une traductrice par-dessus. Parfait, je vais te la traduire. On sait très peu de choses sur Kendra. Son accent suggère qu'elle provient d'une île des Caraïbes britannique, ou plutôt britannique, mais son pays natal n'est jamais identifié par son nom. Cependant, son peuple est au courant de l'existence des vampires, car les parents de Kendra savaient qu'elle était destinée à devenir une tueuse et l'ont envoyée être formée avec son observateur, Sam Zabuto, à un très jeune âge. On apprend ça dans cet épisode-ci. J'hésite à aller plus loin parce que je pense qu'on va en parler un petit peu dans la série. Fait que peut-être qu'on pourra faire un petit background Kendra quand on va y faire un post-mortem, je figure. Peut-être qu'on pourrait faire ça à partir de la saison 2, quand on perd des personnages importants, leur faire un petit moment post-mortem. Je sais pas qu'est-ce que... Oui. Faire ça triste, là, avec bien de l'émotion, nous faire pleurer. Oui, avec une petite toune. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a plein que je veux utiliser. Fait que dans le fond, ça serait des îles britanniques, genre les Bermudes. SOS. Hein? Je me demande s'il a rencontré Sandrine puis Edith. Ah, SOS. Oui. Genre les îles Vierges, les îles Caïmans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. Ben, je sais pas. Moi, ils disent, comme je te dis, Caribbean. Moi, je pense à Rihanna, là. OK. C'est pas mal ça. J'ai aussi trouvé la bébite de verre, mais encore une fois, on voit pas mal ça dans le deuxième. Fait que peut-être que je pourrais faire un petit résumé de qui fait partie de l'ordre de Taraka rendu là. Peut-être qu'on pourra parler de celui qui s'attaque à Buffy. Je pense que c'est Octarus qui s'appelle, c'est ça? Oui, dans Kendra 1. Oui. Donc, ce qu'on me dit... Il est un membre de l'ordre de Taraka. En plus d'être hideux, Octarus est un géant de 2,50 m de haut. Son visage n'est pas beau à voir et il n'a qu'un œil, donc rien qui nous a pas été dit dans l'épisode. En dépit de son apparence de l'ordre de Taraka, le comportement d'Octarus ne le désigne pas comme particulièrement intelligent. Buffy lui coupe la gorge avec la lame d'un type. Ça sert absolument à rien de lire ça parce qu'on va le voir tantôt dans le... Ouais. Merci. Parfait. Ce 35$ de pitcher aux poubelles. Ben, dans ce cas-ci, je nous envoie au bloc 3. L'épisode commence, on est à l'école, à Sunnydale High School, et c'est la semaine j'ai appelé ça la semaine de l'orientation professionnelle. Oui, la semaine la plus stressante. La semaine de carrière, je sais pas trop. Oh my God, hostie que j'aille ça, moi.
J'ai ça. C'était... Il n'y avait pas de semaine carrière, mais on avait en secondaire 4, on avait un cours qui s'appelait Éducation choix de carrière. Oh, oui, ECC. On avait une série de tests à faire, puis le test nous donnait, c'était comme des lettres que ça te donnait, comme RIASEC, genre R-I-S-E-C. Il manque un A, mais OK, c'est correct. RIA, en tout cas, R, c'était genre réaliste. I, c'était innovateur. Ouais. A, c'était artistique. Bon. Puis là, tu faisais plein de tests, puis ça te donnait comme un code de 3 lettres. Mettons, toi, t'étais réaliste, artistique et entrepreneur. Puis là, ces 3 lettres-là, tu regardais, puis ça équivalait à une petite banque d'emploi. de profession, puis tout ça, ouais. Puis c'était bien confrontant. Oui. C'était bien, parce que moi, je me rappelle ma banque de profession que ça me donnait, c'était 0. Tu sais, c'était comme infirmière. J'étais comme infirmière. Mais. Genre, j'ai peur des prises de sang. T'sais. Oui, je sais, je comprends, puis j'entends là, tout ça, qu'est-ce que tu dis, là, bel air, ça l'a fait paniquer un petit peu. Mais tu trouves pas kind of, par exemple? Ben oui, maintenant que j'y repense, puis je suis comme, on dit que j'aurais été une bonne infirmière. Comme moi, ça m'a sorti conférencier. Ben oui, mais c'est ça. Il y avait quelque chose de vrai, mais à 16 ans, t'es pas prête à l'entendre. Mais c'était pas au secondaire, moi, par exemple. C'était après. Mais tu sais, TPL, j'ai passé ma vie à me chercher, là, tu sais, fait que j'ai fait ça souvent. Aller passer des tests comme ça. Ouais. Puis, maudit que l'artiste, je voulais pas qu'il existe. Là. J'avais le mal de l'artiste. Là, parce que j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? T'sais, à Gatineau, la ville la plus fonctionnaire qu'il n'y a pas. Puis, il n'y a pas grand-chose. Ma chum, Anne-Marie, elle vit de son art en ce moment, mais elle enseigne aussi. T'sais. Je l'ai vu là, devoir toujours se... Parce qu'elle est Gatinoire, je sais que c'est ça qui fait ça, là, mais de toujours se réinventer. Puis elle le fait, là, elle le fait vraiment, puis elle vit parce que c'est son calling. Puis moi, ben il y a ça qui se combat en moi, genre le côté social puis côté artistique. Ça m'a toujours fait extrêmement peur. De quand je recevais ça, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire de ma vie. Mais c'est ça. Je me rappelle que c'était très confrontant, puis aussi de recevoir une banque de genre 6-8 emplois, puis t'es comme, OK, il faut que je choisisse là-dedans, il faut que je choisisse là. Puis, tu sais, ils nous le faisaient faire secondaire 4 pour, tu sais, mettons, comme moi, mettons, infirmière. J'étais comme arc, parce que si je veux être infirmière, il faut que j'aille mes sciences. Fait il aurait fallu qu'en secondaire 5, que je fasse mon cours de sciences, puis mes maths 436, puis que j'aille mes maths fortes. Mais moi, je voulais pas prendre ça parce que moi, je voulais aller en option théâtre. Fait que là, c'était super confrontant de voir ça parce que ma mère était comme, ben, ferme-toi pas de porte, prends tes maths fortes. Je suis comme, je vais pas prendre l'option sciences ou je vais prendre l'option théâtre. Fait que c'était comme super confrontant d'avoir à choisir là à 16 ans. L'option théâtre, hein? Il y avait-tu des yeux qui fronçaient là-dessus, hein? Mais pour moi, c'était comme la chose la plus importante. Tout mon secondaire, chaque jour de ma vie était fait pour qu'en secondaire 5, je sois dans l'option théâtre. Là. Ben, je comprends. C'était comme, là, tu me feras pas changer mon plan. C'est ça. Toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à ce jour-là, c'était pour ça. Donc, c'est la semaine carrière à Sunnydale High School. Ouais, là, ça arrive à Buffy. Tu sais. Et comme on vient de vous le dire, c'est confrontant. Hein? Et c'est confrontant pour Buffy parce que je pense que la question qui lui revient, c'est ben à quoi ça sert? Parce que moi, je suis la tueuse de vampires, donc j'en aurais pas de vrai job. Donc, c'est un peu de la bullshit là, de faire le test. Puis c'est un peu. Puis le test, ça a l'air. Une perte de temps, surtout. Tu sais. Oui, une perte de temps. Puis c'est un test à choix de réponse. Puis de ça, eux, c'est pire. C'est même pas genre ça te donne un code de lettres qui correspond à des banques d'emploi. C'est ça te donne comme ça te donne. Toi, tu devrais être ça. Hey. C'est vraiment intense. Puis l'emploi de Buffy, hein, que ça la complexe tellement. Oui, puis pourtant, tu sais, comme moi, que infirmière avait sorti, que j'étais comme, c'est quoi l'affaire? Mais, tu sais, il y a quand même, ça fait du sens, là, tu sais. Je soigne pas les gens physiquement, mais, tu sais, j'ai fait une carrière en intervention puis en relation d'aide. Fait que, tu sais, il y avait quand même quelque chose soin, là, oui. Dans la relation d'aide, mais tu sais, infirmière, c'est bon, la relation d'aide physique, mais fait que tu sais, il y a quand même quelque chose finalement, tu sais, c'était pas. C'est parce que la banque, peut-être qu'il n'y avait pas encore non plus les tâches d'une travailleuse sociale puis que ça rentrait là-dedans. Sûrement que dans les choix, il y avait genre psychologue, mettons, là, comme genre aider les gens, mais tu sais, j'étais comme, je veux pas être psychologue, tu sais. Ben, je veux pas avoir un doctorat puis. Oui, aussi. C'est comme, hey, imagine-toi.
Mais en tout cas, Buffy est zéro enthousiasme face au questionnaire qui devrait lui révéler son choix de carrière. En fait, elle le précise, là, pourquoi elle le fait, pourquoi elle le remplit, c'est parce que Schneider, le directeur, est un peu sur son dos, comme d'habitude. Mais, tu sais, elle partage quand même qu'elle sent que son destin est déjà scellé en tant que tueuse. Puis on voit aussi, bon, il y a Cordelia qui passe là, pendant qu'ils ont cette discussion-là. On nous remet bien là, que Xander et Cordelia, c'est comme des ennemis là, qui sont tout le temps en train de se piquer. Mais c'est très plus gros. Que d'habitude, hein? Oui, puis c'est gros parce que, tu sais, je sais pas si... En tout cas, souvent, le monde qui se piquait tout le temps, c'est parce qu'il y avait comme un intérêt quand même, là, en tout cas, dans l'immaturité du secondaire, là, tu sais. Ben, je sais pas dans mesure où est-ce que... Je te parle pas d'intimidation, là, genre un gros secondaire 5 qui intimide un secondaire 2. Là, je pense pas que on était dans la zone de l'intérêt, mais tu sais, un gars et une fille qui, dans un groupe qui se pique tout le temps un peu, genre... Ben moi, j'avais juste des amis filles, vraiment. Comme j'avais pas vraiment des... Puis j'étais pas mêlé à ces affaires-là. J'ai comme pas eu ça vraiment au secondaire. Fait que je pourrais pas te dire, là. Ben c'est facile, c'est dur à dire parce qu'on sait toute la suite, mais mettons, si tu essaies de te remettre dans tes vierges de Buffy puis tu sais pas ce qui se passe, tu sentais pas qu'il allait avoir quelque chose ouais. OK. Ouais, il y avait quelque chose, c'était plus que d'habitude, là. Puis même Willow, un moment donné, elle dit, mais je pense pas que c'est dans cet épisode-là, comme ça paraît. Ouais. C'est surjoué, mais c'est vrai que là, ils se sont consommés dans l'autre épisode, là, fait que c'est peut-être pour ça que je dis ça, là. Mais dans un épisode avant, Mané il s'engueule, puis Willow, genre, elle met son pied à terre, puis elle fait comme là, on est ici pour aider Buffy, là, fait que là, vous allez arrêter de. Tu sais, c'est juste, ils se lâchent pas. Ils sont vraiment intenses. C'est... Lâche chez vous, puis freine chez vous. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça qui arrive. Ouais. Et ensuite, on s'en va retrouver Spike qui punch sa gueule le traducteur Dalton, le vampire transcripteur, parce que Dalton ne réussit pas à traduire le livre qu'ils ont volé à Giles la semaine passée. Donc, on parle ici du manuscrit qui a été dérobé à Giles dans l'épisode Lie to Me. Dulac. Oui, quand je dis la semaine passée, ish. Ouais, j'avais compris. Donc, le manuscrit devrait expliquer comment guérir Drusilla. Hein? Et là, je fais une petite aparté. Drusilla, elle est comme ça. C'est expliqué dans... je l'avais noté dans... Je pense que c'est dans les fun facts du prochain épisode, dans le fond, que je l'avais noté, mais je pourrais en parler maintenant. Pourquoi Drusilla est dans cet état-là? Ah oui, s'il te plaît, parce que c'est clair à moitié. Tu sais, on sait qu'Angel l'a rendue folle, là. Oui, mais c'est pas pour ça que... Tu sais que... On parle comme tout le temps qu'elle est comme malade ou qu'elle va pas bien. C'est quoi qu'elle a? Moi te le dire. Merci. Excuse-moi, parce que je sais pas pourquoi j'avais mis dans l'autre épisode. Stéphanie a la réponse. OK, alors, Drusilla, elle a été affaiblie dans The Problem with Vampire, qui est un short story qui vient de Tales of Vampire, qui est un comic book qui a été écrit par Drew Goddard et illustré par Paul Lee. Ça a été publié en 2003. Donc, dans The Problem with Vampire, on explique qu'en 1997... Drusilla, à Prague, s'est faite capturer par un inquisiteur qui l'emprisonne et la torture. Et la torture aurait duré et perduré jusqu'à temps que Drusilla, pour un peu échapper à la torture, tu sais, comme un peu, elle est comme devenue dans un état catatonique, comme si elle avait dissocié avec son corps. Okay. Puis elle faisait juste comme... être dans le néant. Comme si elle était genre dans un coma, les yeux ouverts, genre. Et c'est finalement Spike qui est venu la secourir et qui l'a sauvée. Mais depuis... il l'a sauvé puis ils se sont enfuis à Sunnydale donc en 1997, c'est ce qui fait du sens là, quand il arrive à Sunnydale avec elle. Donc elle est comme pas revenue à 100% et dans le livre il y aurait comme l'espèce de recette pour la ramener, mais c'est pas clair exactement là, comme qu'est-ce qu'elle a, mais ça serait suite à des longues séances de torture. Fait que ça serait une dissociation vampirique, genre. Fait que
c'est trop dissocié qu'elle est plus capable de revenir. Genre. Parce que la dissociation, là, pour bien expliquer ce que c'est, puis est-ce qu'on peut bien vraiment l'expliquer? Je sais pas, là, mais moi, je l'explique par rapport à... Surtout quand je suis frappé par une émotion, là, mais ça peut être par de la douleur, ça peut être... Mais elle, c'est ça, elle, c'était comme la douleur. Exactement. Ben, peut-être un peu aussi souffrance mentale. On s'entend qu'elle était fragile, Drusilla. Là. Oui. Tout ça dit avec amour, bien sûr. À la limite. Mais la dissociation, c'est un peu comme mettre ton... Puis moi, je le dis comme ça, là, désolé si ça sonne spirituel, mais c'est un peu mettre ton âme de côté. Oui. Puis de laisser ton corps vivre par qu'est-ce qu'il fait vivre en dedans pour la vie autour. Mais toi, t'es plus là. Ça peut arriver pour des affaires vraiment banales dans le style que tu regardes la télé le soir puis que dans le fond ton épisode a joué au complet puis que tu l'as pas vu parce que tu étais à côté de ton corps tout le long dans ta liste d'épicerie, dans quelque chose qui est comme qui fait que tu vis une émotion, un stress, quelque chose qui fait que tu dissocies ta conscience de ton corps pour protéger en fait ton corps. Exact. C'est pas très sain de faire ça à répétition. Non, mais là, c'est sûr que le comic book est sorti en 2003. Donc, après à la fin de Buffy, l'épisode qu'on est en train de faire. Donc, c'est sûr qu'il n'allait pas nous... c'est comme pas expliqué. Qui est comme un point négatif, je trouve, qu'on n'explique jamais qu'est-ce qu'elle a, Drusilla, puis qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, on cherche un remède pour la guérir. C'est ça le... Puis c'est Doula qui a la réponse à ça. Avec sa croix Exactement. et son livre. C'est dans le livre. Mais le livre est comme codé. Donc, il faut comme le déchiffrer. Ça semble pas être une langue parce que le traducteur dit c'est comme pas une langue qui existe. Donc, c'est pour ça que Spike le punch à gueule parce qu'il réussit pas à traduire le livre. C'est de sa faute. Puis là, Drusilla est comme viens danser avec moi, tu sais, tout le temps un petit peu comme dans son monde. Là, Spike au début est bête avec elle, ce qui est très très rare. Puis là, il se ramène tout de suite. Il s'excuse. C'est très très pas à faire aussi si ça te tente pas d'avoir une petite crisette. Oui, c'est ça. Il s'excuse, puis dans le fond, il explique que Buffy commence solidement à lui taper sur les nerfs, puis que c'est elle qui défait tous ses plans, puis que c'est ça. Elle commence à jouer un peu dans sa tête, Buffy. Drusilla informe Spike que le livre est codé. Donc, c'est elle qui lui met un peu là-dessus, puis elle lui dit qu'elle connaît l'endroit où se trouve la clé pour déchiffrer le livre. Et ça, elle l'a vu dans ses cartes de tarot. Elle tire au tarot pendant la scène, puis là, elle est comme... Puis elle parle toujours un peu en parabole, métaphore, là, c'est jamais 100% clair. C'est Marie-France qui dit. Mais en gros, elle lui dit que le livre est codé et que la clé pour déchiffrer le livre est cachée à quelque part et elle sait c'est où. Puis c'est comme une carte d'une espèce de mausolée. Donc, on comprend que ça se passe au cimetière. Mais nous autres, on a appris que le tarot, c'est pas de même, ça marchait. Puis c'est pas vrai que le tarot va te dire que c'est dans une mausolée. Non. Je cherchais pas la carte du mausolée au tarot. En fait, je pense qu'il y en a une, mais je suis pas sûr. Ah ouais? Spike dit qu'il va envoyer les boys. Everybody! Ça aurait été malade. Et il sort avec Drusilla dans les bras, il apprend à marier, puis il fait on va danser sur la tombe de la Slayer. Puis il sort avec Drusilla en mariée. C'est tellement, moi je l'ai écrit, j'ai fait style la marde va pogner, là. Tu sais que ça va être un two-parter, là. Oh yeah. Et on s'en va à l'intro après ça. Là, ensuite, la scène 3, on revient et c'est Buffy qui est au cimetière en train de patrouiller et elle surprend Dalton en train de voler quelque chose dans le fameux mausolée. Mais il s'échappe pendant qu'elle elle se bat avec un autre vampire, donc il était pas... C'était les boys, hein, fait qu'il était pas tout seul. Donc il y avait un deuxième vampire, elle se bat avec lui, elle a réussi à le tuer, mais pendant ce temps-là, Dalton réussit à s'enfuir, donc elle sait pas qu'est-ce qu'il faisait puis qu'est-ce qu'il a volé. Elle revient chez elle en entrant dans sa chambre par la fenêtre de sa chambre, comme elle a l'habitude de le faire, et elle trouve Angel qui est dans sa chambre. Hey. Donc ça, c'est un peu creep. Comme... Oui, c'est surtout que tu as été invité il y a comme 1 an, mais ça veut pas dire que tu peux rentrer quand tu veux. Non, c'est ça. Dans mon espace personnel, Angel me fait vraiment chier. T'aurais pu l'attendre dehors à côté de l'arbre. Attends, c'est ça. C'est ça que Spike fait dans saison 6. T'sais? Out for a walk, bitch. J'adore ça. Angel est dans la chambre de Buffy, il tient son toutou. Hey, j'avais oublié ça, c'est tellement bon. Il me reste un mot aussi, bitch. C'est ma quote préférée des 7 saisons. Oh, j'avoue.
Angel l'attend dans sa chambre et il tient son toutou, puis elle dit pourquoi t'es passé un petit peu de quality time avec Mr. Gordo, puis c'est le nom de son toutou, fait que c'est un peu drôle. Mais il tient proche de son cœur. Il est donc bien cute. Mais moi, j'avais encore mon toutou d'enfance. Ouais, moi aussi. Ah, mon Dieu, c'est que genre, enlève-moi jamais ça, je te tue. Ben non. Je suis dangereux. Ah oui, moi aussi. Il s'appelle Peanut. Moi, il s'appelait Toutou, mais bon, on repasse là pour la créativité. Dans le fond, il vient l'avertir d'un danger imminent, chose qu'il fait tout le temps. Là. Il vient quand il est comme j'ai senti que ça allait pas bien aller, puis il est comme hey, tu peux-tu. Ouais, mais tu pognes ça où? Non, mais ça gosse vraiment que ton chum vienne te voir à chaque fois pour te dire que tu vas passer une petite fin de semaine de merde. T'es comme il est encore venu me prédire de la merde. Bon, on va faire 2 doubles en fin de semaine, c'est ça que tu me dis? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, comme il pogne ça d'où, ces informations-là? Il va écouter n'importe des Watchers? Non, mais il a comme un ressenti. Il a fait un rêve ou il sent. Mais tu sais, il est comme tellement connecté à Buffy. Il sent quand elle va pas bien. C'est pour ça qu'il arrive tout le temps au bon moment. Buffy! Ouais, OK. En tout cas, moi, c'est le même que je l'interprète dans ma tête. Mais moi, quand j'ai pas les réponses, je les invente. Hein? Ben, tu vois, moi, je pensais qu'elle allait se promener dans la nuit, là, puis qu'elle allait comme écouter n'importe des méchants, là, sans se faire pogner, là, puis hey, c'est ça qui va se passer, j'ai entendu ça. Nanana. Ou que genre tel vampire arrivait là puis qui faisait du gossip vampirique dans les égouts. Là. Ben, peut-être. Willy, là. Peut-être qu'il a été prendre une bière chez Willy puis après parler d'affaires. OK. Peut-être. Dans tous les cas, il parle à voix basse. Puis Buffy lui dit t'as pas besoin de parler à voix basse parce que ma mère est à LA jusqu'à jeudi, donc je suis seule à la maison. Puis là, il lui dit mais pourquoi tu rentres par la fenêtre de bord? Ce qui est très, très drôle. Puis elle est juste comme par habitude. Mais là, les voisins, la vois-tu quand elle revient, tu sais, monter par la fenêtre puis tout? Mais ils doivent se dire c'est une adolescente qui fugue puis... Sûrement pas. Pourquoi les voisins la verraient? Ben, parce que l'arbre, il est direct en avant. À moins qu'elle rentre par la cour, mais moi, j'ai l'impression qu'il est en avant. On sait même pas si sa fenêtre de chambre tombe sur où. Ben, quand elle pitch Angel par la fenêtre, à un moment donné, quand il part... Puis qu'elle crie quand elle l'embrasse, il sort par la fenêtre de sa chambre. Oui, mais on sait pas, sa fenêtre tombe sur l'avant de la maison ou sur l'arrière? Ah, c'est vrai, la fois qu'il fait un deltaplane, c'est quand que Darla est là puis qu'elle pitch dehors. Oui. Oh, man, hey, tellement de questions. Saison 1, épisode 7. Tellement de questions. Si peu de réponses, mais trop de Buffy. Qui change rien, dans le fond. Comme, Angel lui dit qu'il ressent qu'il y a des mauvaises choses qui s'en viennent, sans être très précis comme d'habitude. Elle est un peu bête avec lui. Elle se reprend, dans le fond, elle lui explique que c'est la semaine de carrière à l'école, que ça lui fait ressentir plein de questions, qu'elle aimerait juste ça être une ado normale. J'ai noté qu'à ce moment-là, il y a comme une shot où ils sont assis les deux côte à côte sur le lit, puis elle se regarde dans le miroir, puis quand elle se regarde dans le miroir, on voit qu'elle est seule. Oui. Que lui n'est pas là. On oublie ces moments-là, hein, qu'on avait ça des fois dans Buffy, puis que... Ouais. Je pense que c'est la deuxième fois que ça arrive. Clairement, la première fois, c'est quand on est à la bibliothèque avec Giles, puis dans le reflet d'une vitre de la bibliothèque, on ne voit pas Angel. Puis c'est l'épisode Out of Sight, Out of Mind. Oui, ça fait faire le saut à Giles. Exactement. Donc, c'est la deuxième fois qu'on utilise ce procédé-là, comme quoi les vampires n'ont pas de réflexion dans le miroir. À ce moment-là, Angel prend une photo de Buffy dans sa chambre. Elle a une photo d'elle-même. Questionnable d'avoir une photo de toi-même enfant dans ta chambre. Britney est d'accord avec toi? Est d'accord. Je me demandais si ça fonctionnait et la réponse est oui. Dans le sens qu'il y a une photo de moi petite dans la chambre de mes parents, je comprends, mais mettons une photo de moi petite dans ma propre chambre. Okay. Ben, en fait, je pense que Buffy, elle se rattache plus au souvenir qui vient avec cette photo-là que la photo elle-même. En fait, c'est ça qu'elle explique, que quand elle était jeune, elle était fan d'une patineuse artistique. Là, Dorothy Hamill, qui est patineuse artistique américaine, qui a remporté la médaille d'or en patinage artistique féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck, en Autriche. Ça, c'est Britney, là. C'est assez. Donc, ça passe, elle a comme sa phase Dorothy Hamill qu'elle appelle, donc elle tripait sur Dorothy, elle voulait faire du patin, elle avait même la même coupe de cheveux. La référence à la coupe de cheveux, c'est que Dorothy Hamill avait vraiment une petite coupe courte, limite coupe champignon, là. OK, fait pas comme Drew Barrymore dans Scream, là. Non, plus court que ça, là. OK. Plus court que ça. Quasiment, dans Halloween 20 ans plus tard, Jamie Lee Curtis, excuse-moi, mon Dieu, quasiment plus ça, là. OK. De même, là. OK, mais champignon, genre à l'année de Carter, Backstreet's Back, justement. Là. Ouais. OK.
Donc, puisqu'elle parle de sa grande passion du patin, puis elle en fait référence aussi comme un souvenir positif parce que c'est les moments où ses parents se chicanaient beaucoup avant qu'ils se séparent, puis elle s'est comme un peu pitchée dans sa passion du patin. Ben, parce que les deux parents se réunissaient ensemble pour venir la voir. Dans le fond, la seule chose qui unissait encore Joyce et Hank dans ce temps-là, c'était Buffy. T'sais, fait que pour elle, c'était comme dans le temps où est-ce que ça fonctionnait. Exact. Oh! Donc, Angel prend la perche et lui propose d'aller à l'aréna le lendemain pour la séance de patin libre. Donc, il lui propose d'aller patiner, une petite date, C'était ça? Petite date sur glace. C'était une séance de patin libre? Il était seul? Ben, il lui dit que j'ai juste l'aréna. La patinoire ferme. OK, oui, c'est vrai, puis elle dit c'est demain, ça. Fait que c'est comme... Fait qu'ils vont après que ce soit fermé, dans le fond. Ouais, j'ai comme l'impression. Donc, c'est ça, une petite date. Donc, le lendemain matin, on se retrouve à l'école. Les résultats des tests sont révélés. Oh. Cordelia, on lui propose d'être personal shopper ou motivational speaker. Puis ça fait du sens, comme, ben oui. Motivational speaker, ça va faire du sens dans Angel, là, mais là, non, mais elle est très bonne vendeuse, là. Ah oui. Il faut avoir confiance en soi. C'est le secret. Et Xander, on lui suggère de devenir gardien de prison. Je sais pas trop. Je sais pas. OK, je vais te le dire, ben sale, puis ça va sonner très dérogatoire envers les gardiens de prison, mais tu sais, presque police. Toujours presque. Ouais, c'est pas assez bon pour avoir le contrôle. Mais puis on s'entend que gardien de prison, c'est une mais vie gardien pas de prison, facile. Il me semble que Xander est un peu, c'est pas le gars le plus discipliné puis le plus la rigueur. Ben, c'est parce qu'il arrive pas nécessairement grand-chose en prison non plus pour un gardien de prison. T'sais. Celui qui surveille la porte, il va pas aller régler des batailles. C'est les IPL qui font ça. On écoutait Unité 9, maintenant on le sait. T'sais. Fait que Xander, il va surveiller une porte puis pas se mêler de la chicane. Ouais. Ouais, je comprends. Puis tu sais, comme c'est important là que tu sais, je dis pas ça pour être j'ai l'air au bout de descendre, c'est quoi le métier. Non, mais ça existe plus tant vraiment des gardiens de prison. C'est plus comme aux États-Unis, mais parce que nous, de toute façon, c'est des agents correctionnels. Là. C'est plus des gardiens de prison, ce terme-là, ça existe pas. Là. Mon grand-père était gardien de prison. Oui, mais là, maintenant, c'est vraiment des agents correctionnels. Puis les agents correctionnels, ils ont quand même vraiment plus un rôle auprès des détenus. Là. C'est plus juste des personnes qui débarrent la porte puis qui payent sur le piton. Là. Il y a quand même... C'est plus que juste un monsieur avec un trousseau de clés. Là. Avec la carte puis que ça fait quoi? C'est ça, exact. Mais en tout cas, c'est ce qu'on lui propose. Puis lui, il est bien insulté de tout ça. Et pourtant, il travaillerait peut-être avec Buffy. T'sais. Ben ouais. Il garderait les méchants que Buffy arrêterait. Genre... Mais Buffy, le métier qui sort, Buffy, techniquement, c'est policière. Oui, parce qu'ils disent law enforcement. Ils disent pas police officer, mais tu sais, law enforcement, il n'y a pas 80 métiers qui ont rapport avec ça. Là. Mais ça fait tellement de sens. Imagine-toi te faire arrêter par Buffy. Ben oui, ça fait 100%. Le seul que je suis comme moins vendu, c'est Xander, mais comme je te dis, c'est pas... j'entends ce que tu dis, mais je me dis, y aurais-tu pu trouver quelque chose de mieux? Ah ben oui, définitivement. Là. Écoute, il faut qu'ils écrivent ça rapidement, là, eux autres, pour que ça sorte dans 2 semaines. Là. Comme nous autres, go. Juste noter que Willow, elle est pas sa liste. Non, ça, c'est bien étrange parce que, ben, tu sais, on sait que Willow est spéciale. Là. Oui. Ouais. Et Buffy, à ce moment-là, explique que Giles est un peu sur son dos ces temps-ci, donc elle doit aller le rejoindre à la bibliothèque. Donc, on se retrouve à la bibliothèque. Buffy rapporte à Giles les événements de la veille, c'est-à-dire qu'elle a vu un vampire voler quelque chose dans un mausolée, mais qu'elle n'a pas réussi, qu'il a réussi à s'échapper. Giles veut savoir c'est quoi qui a été volé. Il veut comme plus de détails, mais Buffy, elle a comme pas plus de réponses. Giles lui reproche à Buffy de pas avoir plus d'informations. Puis là, Buffy a réagi déjà qu'elle est comme un peu... c'est difficile pour elle cette semaine d'être une tueuse, là, je pense. Là. Elle aimerait ça être une ado normale. Ben, c'est beaucoup en même temps. Là. Correct. Oui, elle réagit. Puis en gros, ce qu'elle dit, c'est que s'il n'est pas content, il peut demander à quelqu'un d'autre. Ah non, tu peux pas parce qu'il y en a juste une, puis c'est moi. C'est un peu ça, en gros, sa réaction. Oh, que ça prépare quelque chose, ça! Oh oui, ça met la table. Ensuite, on voit ce qui a été volé. C'est une calice de grosses croix en or. Ouais, mais avec quelque chose de caché dedans, là?
C'est Spike et Drusilla qui l'examinent. Dans le fond, Dalton a réussi à la voler puis il lui a ramené. Donc, vraiment une grosse croix en or. Là. Pour éviter que Buffy fuck leur plan encore, Spike décide de faire appel à l'Ordre de Taraka, qui est une guilde d'anciens assassins qui existe depuis 970 avant Jésus-Christ. Et là là. Ouais. Donc, moins 970, pour se débarrasser de Buffy une bonne fois pour toutes. Donc, c'est pas trop clair à ce moment-là c'est quoi, mais on comprend qu'ils sont bien dangereux. Puis, dans le fond, Drusilla, à ce moment-là, tourne ses cartes de tarot. Elle tourne 3 cartes. Il y a une carte que c'est comme une espèce de monstre à un œil. La deuxième carte, c'est comme un gros 1000 pattes. Puis la troisième carte, c'est un guépard. Donc, à ce moment-là, en tant qu'auditeur, on s'imagine que chaque carte représente comme un membre de l'ordre. Un des membres. Ouais. Puis ça fait du sens parce que le gros monstre à un œil, ben, c'est le premier qu'on voit, là, qui a comme une grosse cicatrice puis il manque un œil dans le fond. Ouais, le vampire particulièrement laid. Le gros 1000 pattes, c'est le vendeur Monsieur Bibite que j'appelle. Puis le troisième, le guépard, ben, c'est un peu guépard panthère. Quand on voit Kendra arriver, on peut penser que c'est elle. Oui, mais c'était la femme police. C'était la femme police, finalement. Exactement. C'est quoi, dans le fond, c'est une cougar? Je sais pas. Pourquoi une exactement. panthère? Pourquoi elle est rousse? Je sais pas. Ensuite, on retourne à l'école et on voit, Principal Schneider qui croise Xander et Willow puis qui les questionne de savoir où est Buffy. Mm-hmm. Encore une fois, Xander et Willow doivent pallier à son absence en un peu inventant. Elle est là, elle est pas, mais ouais, je l'ai vu là quelque part. Là, oui, c'est ça, comme d'habitude. Mais elle est pas là, elle est au cimetière avec Giles et juste avant qu'on s'en aille au cimetière, on voit Willow qui est escortée dans un salon privé par 2 messieurs. Puis ça m'a fait penser aux 2 messieurs du FBI ou je sais pas, de la CIA dans Out of Sight, Out of Mind. Je me suis même demandé si ça avait un lien. Ben oui, puis ça m'a fait aussi penser à... Là, c'est plus loin, là, mais dans la saison 4, quand ils sont tous dans des cauchemars puis qu'ils vont d'une pièce à l'autre, puis c'est comme, what? Tu sais, là, quand le dernier épisode qui rencontre la First Slayer, là, oui. Ben, tu sais, ils font comme un rêve vraiment fucké, toute la gang, là, collectif, puis ça s'en va, ben ça... Tu sais, c'était tellement bizarre que ça se passe parce que c'est tout recouvert. Le Faculty Lounge, ben, la place où est-ce qu'il y a les machines distributrices puis tout, puis des petits sofas, c'est dans le fond où est-ce que Buffy a rêvé que Giles l'étranglait en master. Oui. Puis c'est tout recouvert par des draps, comme, tu sais, c'est super top secret. Oui, comme si c'était... Comme un petit salon privé, puis quand 40, il y a comme la petite musique, il y a comme les petits serveurs canapés, puis il y a genre des crevettes, puis... They're excellent. Donc, elle se fait escorter dans le salon privé, puis dans le fond, on lui explique que le test était irrelevant, on s'en fout du test, qu'elle elle était observée depuis déjà un bout, qu'il avait spoté. Puis je suis comme, mais oui, c'est ça, mais ça passe super vite, puis on s'en fout un peu dans le fond, dans les 2 épisodes, c'est comme pas important. Ben, je pense qu'ils ont voulu vraiment nous pousser là, que Willow était une douée. Là. Oui. Tu sais, là, comme capable c'est de comme une excuse parce que là, dans le fond, ils lui disent qu'elle a été sélectionnée puis qu'il y a juste 2 étudiants de Sunnydale qui ont été sélectionnés, elle puis un autre. Moi, c'est lui que je trouve odd. Puis l'autre personne, c'est Oz. Et là, ça nous permet pour la première fois de les faire s'asseoir côte à côte sur un sofa, puis ils se parlent pour la première fois. Mais lui, quand il la voit, tu vois dans son visage qu'il la reconnaît, il fait comme « Ah! » tu sais, parce que lui, il l'a déjà vu 2 fois, il la trouvait bien belle. Who's that girl? Mais elle, c'est la première fois qu'elle le voit, même s'ils vont à l'école ensemble. Bon. Donc là, ils se parlent. Donc tout ça, c'était comme une mise en scène pour qu'ils se parlent, mais aussi pour nous montrer les 2 êtres d'exception qu'ils sont, puis ils sont comme dans une catégorie à part. On le sait qu'il est dans une catégorie à part, mais on n'aurait pas nécessairement pensé génie. Ben oui, mais pas en informatique. Non, c'est ça, parce que c'est un truc d'informatique, effectivement. Oui. C'est pour ça que moi, je trouve ça bizarre. Tu sais, si ça avait été comme, tu sais, une école de musique, tu sais, un conservatoire qui disait... C'est un truc de génie. Tu sais, à la limite, on aurait dit, ben oui, Oz, il est tellement sur un autre... Tu sais, c'est une réflexion, il est tellement sur une autre planète que c'est un génie. Ben moi, je pense que Oz est autiste. Oui. Est-ce que c'est mal de dire? Moi, j'ai l'impression que c'est comme... Je veux pas dire supérieur, mais c'est un... de l'autisme. C'est sûr, parce que sa réaction face aux émotions des autres, quelqu'un va arriver en panique devant lui, puis il va comme répondre au premier degré. Mais reste tout de même extrêmement efficace, par exemple. Oui. Mais c'est juste au niveau des émotions. Ouais. Puis des relations.
quelqu'un, tu sais, comme quand Cordelia elle vient, puis comme tu diras à l'autre, que nanana, puis tu sais, c'est comme s'il comprend pas le degré, puis il est juste comme, mais tu veux que j'y dise ou tu veux pas que j'y dise? Puis t'es comme, non, mais tu comprends, tu comprends pas ce qui se passe, là, elle te fait une crise de jalousie. C'est ça, moi non plus, je le comprends pas, c'est que s'il faut que j'y dise ou s'il faut pas que j'y dise. Non, mais dans le sens où. Ses réactions, au niveau des émotions, il y a un peu un décalage. Mm-hmm. Oui, tout à fait. C'est pas le gars, c'est pas un gars très émotif. Non, parce que ça se passe en dedans, il analyse son émotion tellement qu'elle compute pas, on dirait. Oui. Mais il est très particulier, Oz, mais j'adore son personnage. Donc, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et ensuite, on se retrouve au cimetière. C'est quand même particulier, cette scène-là, parce que c'est extrêmement rare qu'on est au cimetière en plein jour. Oui, il est beau, le set. Oui. Puis là, même là, j'étais comme, ah, mon Dieu, comme on les voit là, ils rentrent dans le cimetière, comme on les voit à l'entrée, à la gate, puis là, ils rentrent. Puis il marche, là, Buffy avec sa jupe. Jupe caleçon, là. Oui, c'est ça, sa ceinture. Oui, merci. C'est ça que je cherchais comme mot. Oui. Donc, Giles et Buffy sont au cimetière et s'en vont au fameux mausolée qui a été cambriolé la veille. Pendant qu'ils marchent dans le cimetière en direction du mausolée, ils ont une discussion sur la carrière, justement, la semaine carrière à l'école. Et Giles aussi lui dit, ah, mais pourquoi tu vas pas dans le law enforcement? Il lui propose aussi une carrière. La face que Buffy fait. Tabarnak. Donc, lui aussi, il trouve qu'elle ferait une bonne policière. Donc, on arrive au mausolée. Giles se rend compte avec inquiétude que c'est le mausolée de Josephus du Lac. Donc, c'est un membre d'une secte religieuse excommuniée par le Vatican. Donc, vous comprenez que si vous êtes excommunié par le Vatican, c'est que c'était pas très catholique ce que vous faisiez. Donc, c'est le mausolée dans lequel Josephus du Lac est enterré. Il est l'auteur du manuscrit qui a été volé à la bibliothèque la semaine passée. Et là, Giles fait comme le lien entre le vol du livre et le vol dans le mausolée. Donc, il dit, oh, OK, il y a peut-être un lien, mais il comprend pas encore c'est quoi le lien exactement, mais il sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et puis c'est quand il dit, je pense que c'est comme darn. Puis là, Buffy... J'ai ça quand tu dis ça. Oui, mais il fait comme Angel, dans le fond. Il fait comme, je sais pas c'est quoi, mais il y a de la merde qui s'en vient. Ben oui, lui, par exemple, je le crois, parce que lui, c'est du knowledge. Tu sais, je dis pas qu'Angel, peut-être que je... Mais c'est les faits, là, dans le sens... Écoute, là, genre, ils ont volé un livre, ils sont venus voler quelque chose ici, et c'est pas parce qu'ils sont en train de se partir une collection sur Josephus du Lac, là. Il y a quelque chose qui s'en vient. Et ils font ce que j'aime beaucoup dans le sens où ils font un lien entre les scènes. Donc, on termine la scène au mausolée avec Giles qui dit « Something's coming » et la scène suivante... Le coming est là. Le coming happening. Donc, on est au terminus, tout le monde descend. Et un homme, je le décrirais comme un peu... comme un style biker, genre... Mais biker cheapos, là, tu sais, genre, il est au show d'Éric Lapointe. Il y a une grosse cicatrice d'en face. Puis, il y a comme un œil blanc, là, comme s'il y avait un œil hors d'usage avec une grosse cicatrice. Puis, il est habillé un peu jeans cuir, là... Et là là. Hey, j'en profite pour saluer le livre de Sylviane Thibault, Frisson 100% québécois, Défi mortel, qui est un frisson de biker. Oh. Je suis en train de le lire en ce moment. Je tripe peut-être, c'est full différent. Je fais un clin d'œil. Il va y avoir une chronique bientôt à Frisson. Alors, ils vont-tu au show d'Éric Lapointe? Ben. Dans le Cofagan! Je suis pas encore rendu là, mais il y a les paroles de Daniel Lavoie au début, par exemple. Daniel Lavoie? Fait que je dirais que c'est peut-être. Est-ce que c'est un rocker? Daniel Lavoie, il est plus respectable qu'Éric Lapointe, maintenant? Je le considère pas tant rocker. Ben oui, tout est, mon Dieu, un ton de marde est plus respectable qu'Éric Lapointe, là, excusez-moi. Ouais, c'est correct, c'est bon. Merci à tous. Hein? Je suis pas une fille, tu sais. Une absolution inconditionnelle, ça enlève pas ce que t'as fait. OK, bye. Aïe, aïe. OK, on va pas aller là parce que je vais me... Mais, parlons de mon accouchement. Non. Ouais. La fille fucking là. OK. Alors, le gros biker descend. On va l'appeler Eric. Donc, Eric descend de l'autobus, imposant, intimidant. Puis après ça coupe. Puis là, on voit un vendeur de produits de beauté,
très petit monsieur, petite valise, un peu Mr. Bean. Là, lui, c'est bizarre qu'il se soit fait orienter vers vendre des produits de beauté. Oui, vraiment bizarre. Dans le fond, il passe devant la maison de Buffy, mais il s'arrête pas à sa maison. Il va plutôt à la maison voisine, frappe à la porte, et là, la voisine ouvre la porte. Il lui propose des échantillons gratuits. Toujours une bonne façon de réussir à entrer. Donc, la femme le laisse entrer, mais dès que la porte se ferme, on entend un cri, mon Dieu Seigneur. Un hurlement. Il y avait une araignée à terre, là. Oui, exactement. Donc, on entend la femme crier. Et après ça, c'est comme une triade là, de scènes. Troisième scène, on s'en va à l'aéroport de Sunnydale. De Sunnydale. Peut-être pas de Sunnydale, là, mais l'aéroport. Dans le coin. Exact, là, ouais. Exactement. Dans le fond, on a un avion, on est dans la soute d'un avion, puis il y a comme un contrôleur aérien qui est sur la piste, qui entre dans la soute, puis il semble voir quelqu'un, puis il dit « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous devez pas être ici. » Et il reçoit un bon sidekick dans la gorge. Bonjour! Bienvenue! Avez-vous quelque chose à déclarer? Mon pied! Mon pied dans ta gueule. Et c'est Kendra. Ah, bienvenue. Qui apparaît, mais à ce moment-là, si vous êtes vierge de Buffy, c'est la 3e membre de l'ordre de Taraka. Donc, Eric, Mr. Bean et Kendra. Donc. Oui, parce qu'on ne sait pas encore pour police, c'est vrai. Non, exactement. C'est à ce vrai. moment-là, puis comment l'enchaînement des scènes est fait, c'est vraiment on colle l'ordre de Taraka, on voit les 3 cartes, on voit les 3 méchants, bang, bang, bang. Bon. Trompeur au bout. On revient à la bibliothèque. Giles informe Buffy, Xander et Willow que la croix, dans le fond, il a compris qu'est-ce qui a été volé. Donc, c'est la croix de Dulac qui peut être utilisée comme clé pour traduire certains textes. Donc là, on avance. On commence à comprendre ce qui se passe. Dulac avait détruit toutes les croix, sauf celle-là qui avait été enterrée avec lui. Donc, c'était la seule croix, donc la seule clé qui restait. Giles aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fameux manuscrit qui a été volé. Dans le fond, ce qui manque comme information, c'est ils ont volé un texte, ils ont volé la clé pour lire le texte. On aimerait savoir c'est quoi qu'il y a dans l'esti de texte qu'ils veulent donc bien mettre la main dessus. Donc, c'est l'information qui nous manque. Donc, ils demandent de l'aide de la Scooby Gang pour faire des recherches supplémentaires. Mais là, Buffy, elle a une date. Elle s'en va à patinoire. On s'en rappelle. Pas oublié, ouais. Exactement. Donc, elle champignon. Moi, ça serait mieux que je vous aide pas à faire les recherches pas bien bonnes là-dedans. Elle essaie de s'en aller. Finalement, elle réussit en faisant penser, s'il y a des grosses affaires qui s'en viennent, je suis peut-être mieux d'aller me reposer puis de vous laisser faire les recherches. Donc, elle réussit à s'en sortir. Mais c'est un peu vrai, par exemple. Si on parle de reposer son âme, je sais que je suis quétaine, là, mais elle a besoin de ça. Là, ben oui, Buffy, c'est ça. Là, de toute façon, faites les recherches. Là. Vous êtes mes sous-fifs. Là. Moi, genre... Mes Slayerettes. Exactement. Donc... elle s'en va à la patinoire et là, il y a une petite scène, j'écris cute de patinage, mais peut-être un peu trop long. C'est comme Buffy qui est seule sur la glace, puis il y a comme une toune. Puis ta voix, elle patine, elle fait des petites figures, mais c'est long, là. Ouais, continue à le dire pendant que je fais la musique. Non, mais c'est vraiment long. Et à un moment donné, elle tombe un petit peu sur le cul, puis elle slide jusqu'au bord de la patinoire. Quelle idiote! Mission fargée. Et là, bang, si Eric Lapointe arrive, il a pogne par la gorge. Hey. Ouais, Peur de personne. OK. Alors, Eric tente de... il la pogne, il la lève de terre, il la cote dans la bande, solide. Il est violent, solide. Là. Et là, ton bout préféré, Angel arrive, mais déjà en vampire, fait qu'il crie « Buffy! » Il rit un petit peu, comme quand il parle avec ses fausses dents. « Buffy! » Je sais pas comment le dire. Donnez-vous donc la peine de le doubler, bordel. Oui. Alors, Angel arrive juste à temps, se bat avec Eric. Donc, il essaie de combattre l'assassin, mais finalement, c'est Buffy qui le tue en se pognant après une espèce de filet, là. Puis là, elle fait comme une espèce de... Comme si c'était une liane. Puis, comme Tarzan. Comme une corde de Tarzan, merci. Et elle lui slice le neck avec son patin. Ça, là, ça aurait pu être bien plus... Ben là, bien sûr que non, mais gory. Et là, mais là, c'est pas un vampire, donc elle le décapite, mais comme le corps reste là. Très honnêtement, c'est-tu un vampire? Ou c'est un rhinocéros? Parce qu'il y a comme des griffes de main, là, un peu bizarre. Il n'y a pas de l'air d'un vampire. Ben, non. Non, c'est pas un vampire parce que quand il arrive au terminus puis descend de l'autobus, il est en plein jour. Bon, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas un vampire, c'est un homme particulièrement laid que le guide des monstres dit.
Mais donc, son corps part pas en poussière. Donc, il y a un chauffeur de Zamboni qui a une petite surprise à m'amener, là. C'est à moins que Buffy puis Angel y aient joué à déplacer un corps. Ouais, en tout cas. Buffy a de la pratique là-dedans parce que ça a quand même joué un mois après I Know What You Did Last Summer. Elle tue le premier membre de l'ordre de Taraka et puisqu'il est membre de l'ordre de Taraka, il a une bague et Angel reconnaît la bague. Il fait « Oh my God, c'est un membre de l'ordre de Taraka ». Ben, il le dit pas à voix haute, mais il dit à Buffy que sont extrêmement dangereux et que si, dans le fond, c'est comme une espèce de contrat là, qui a été mis sur la tête de Buffy puis que ils viennent pour la tuer puis que sont extrêmement dangereux et il lui dit il faut que tu ailles te cacher, t'es dans la grosse marde. Puis je trouve qu'elle a pas si peur que ça, moi. Ça prend du temps avant qu'elle ait peur. Mais Buffy elle a comme le syndrome, puis tu sais, je la comprends dans le sens où toutes les fois elle aurait dû mourir puis elle n'est pas morte, puis tu sais, elle a comme quand même des pouvoirs. Fait qu'elle a quand même un syndrome qu'elle sent intouchable, puis c'est pas la fille la plus prudente. Tu sais, souvent, elle va prendre des risques, tout ça, puis la majorité du temps, elle s'en sort, donc... Oui, puis elle nous le dit, elle se fie beaucoup à ses émotions aussi, elle le dit dans le 2e épisode, fait que... Oui, ouais, c'est vrai. Parce que c'est tout le temps dangereux ce qu'elle fait. Fait que quand le monde sont comme fais pas ça, c'est dangereux. Comme been there, done that. Là. Angel est toujours en vampire. À ce moment-là, le visage transformé en vampire. Il est blessé un petit peu. Là. Il y a une petite fendue au niveau du sourcil. Puis là, elle veut un peu l'aider là, avec sa blessure. Puis il est comme ah non, touche-moi pas. Puis là. Il est comme, je veux pas que tu me vois comme ça. Donc, il est un peu mal à l'aise d'être en visage de vampire. Ce qui m'amenait à me demander, on ne l'adresse jamais, mais tu sais, je sais qu'ils peuvent se transformer, passer de humain à vampire quand il y a des grosses émotions, la colère surtout, ou quand il y a la faim, tu sais, quand ils ont le désir d'attaquer, de s'alimenter. Mais pour revenir à humain, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que c'est comme ça prend du calme? Ça prend une certaine période? Est-ce qu'ils peuvent se retransformer en humain sur commande ou... C'est pas clair, hein? C'est vraiment pas clair. Je sais qu'ils sont capables de se timer parce que Darla, dans le premier épisode, là, You're not going anywhere until we fed. Place avec le fed, elle devient vampire, tu sais, là, comme... Oui, ils sont capables de, comme... passer de humain à vampire sur commande, de le décider quand est-ce... De le décider ou de le subir, là, des fois, genre... Tu te crisses 2-3 coups de poing puis tu fais comme tu te transformes en vampire. Peux-tu dire à quoi je comparerais ça? Une érection. Exactement. Genre, t'as pas le contrôle, mais tu l'as kind of. Tu sais sur quel piton peser pour te transformer. Donc, ça te donne un certain contrôle. Mais tu peux aussi... Genre, quelqu'un te frappe pis t'es comme, je veux pas me transformer, mais là, il vient de me crisser un coup de poing, fait que ça me fait transformer, tu sais. Genre, fait que s'ils veulent redevenir humains, est-ce qu'ils font grand-mère tout nu, je sais pas. C'est bon. Je vais pas venir. J'aime ta grand-mère. Alors, je sais pas comment il fait pour redevenir humain, mais dans tous les cas, il est vraiment mal à l'aise que Buffy le voit en vampire. Puis elle dit, ben non, ça me dérange pas. Puis elle l'embrasse. Elle l'embrasse alors qu'il est en face de vampire. Je trouve ça dégueu, moi. Je trouve ça ça a l'air à goûter le maquillage. Ben de un, genre, pas très beau là, quand il est en face de vampire. Puis il y a comme ses dents, c'est comme I don't want you to see me like this. Comme zéro sexe. Les yeux jaunes. Ouais. T'as-tu envie de pisser, genre? Fait que dans tous les cas, ils s'embrassent et on voit Kendra qui est de loin et qui les voit. Donc, elle voit Buffy embrasser un vampire. Puis elle se retire. Oui. Fait que ce qui fait un peu penser que, tu sais, 2 contre 1, j'ai pas de chance, je me retire, puis je vais la repogner tout seul à la tabarnak. Tu sais, ça file un peu comme ça, là. Ouais, peut-être qu'elle a vu toute. Ben, je pense pas qu'elle a vu toute la bataille, là. Je pense pas qu'elle les a vus combattre le méchant, mais dans tous les cas, elle voit Buffy qui embrasse un vampire, donc c'est sûr que pour elle, ça veut dire que Buffy est soit un vampire aussi ou un démon. Là. Ben, c'est sûr qu'elle a vu le méchant parce que le méchant il est à terre. Puis c'est pour ça qu'elle vient à Sunnydale parce qu'il y a quelque chose qui se passe lors de Taraka. Mais c'est parce que ça envoie comme des messages contradictoires. Ils viennent de tuer un méchant, donc ça doit être des gentils. Mais elle French un vampire. Ouais, fait que c'est ça. Dans son cerveau, ça fait Buffy égale méchante. Ouais, ça fait tout à fait du sens pour ça. Juste, c'est ça. Oui. Ensuite, on retourne
à la bibliothèque, je pense bien, oui. Dans le fond, Giles confirme à Buffy qu'elle est en danger parce qu'il lui confirme que c'est l'ordre de Taraka qui est sur son cas. Xander fait des jokes comme d'habitude, mais Giles le remet à sa place, hein? Too soon. Là, en fait, c'est qu'il laisse savoir que c'est ça. C'est parce que là, c'est sérieux. C'est grave, là, qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste un épisode de genre Some Assembly Required. Non, là. L'ordre de Taraka, c'est comme Revenu Québec, là. Ils te lâcheront pas, là. Ah, mon Dieu Seigneur, quelle bonne comparaison. Puis même si tu réussis à te débarrasser de 1, de 2, de 3, de 1000, ils vont en renvoyer d'autres. Tout le temps. Ça. Puis tu sais, c'est tout des différents. Tu peux pas les identifier en plus. Fait qu'ils peuvent se cacher. Ça peut être des humains, ça peut être... Ils peuvent avoir un look humain, un look démon comme celui qu'on vient d'avoir, mais après ça, le vendeur de cosmétiques, il a vraiment un look plus humain. Dans le fond, la seule chose que Giles comprend pas, c'est pourquoi il y a ce contrat-là qui a été mis sur la tête de Buffy. Il y a juste comme cette information-là. Puis surtout, comment que Spike a payé ça? Amazon Prime. Exactement. T'as tout compris. Pas d'autre chose. Parce qu'avant, c'était eBay, là, mais là, ça a été commercialisé lors de Taraka. Exactement. Il y a un petit R à côté maintenant. Donc, les membres sont comme à l'infini, dans le fond, que j'ai écrit, là, comme tant que Buffy sera pas morte, ils vont continuer à être sur son cas. Donc, j'aurais aimé que ça revienne à un certain point, à quelque part, ça. Dans Buffy, à quelque part. C'est jamais revenu. Paraît-il, on portera attention qu'à l'épisode 11, le fiancé, Ted, il y a une petite phrase qui explique que ça a été annulé finalement, le contrat sur sa tête. Direct au début. C'est comme ça qu'on s'en sort. Mais ça revient pas. Mais sinon, théoriquement, même si le projet de Spike a échoué, puisqu'il y avait le contrat qui avait été mis sur la tête de Buffy, puis qu'elle n'est pas morte, il y aurait toujours eu l'ordre de Taraka qui aurait comme continué à... En tout cas, ceci étant dit, dans le fond, pendant que Giles explique l'ordre de Taraka, que les membres vont continuer toujours à venir l'attaquer, on voit l'assassin chez la voisine de Buffy, le vendeur de cosmétiques. Je les appelle les assassins, là, les membres de l'ordre. C'est pas mal ça. Dans le fond, la voisine de Buffy est comme morte, elle est au sol, puis elle a comme des vers qui sortent de la bouche. Puis là, on voit le vendeur de cosmétiques. Là, c'est sûr que le CGI est extrêmement mauvais là, pour ce personnage-là, mais c'est comme s'il était tout fait en verre, comme en bébite. Puis, comme ramassis, là, sa main se matérialise comme c'est comme des verres qui se mettent tout ensemble puis ça devient une main. Je sais pas comment l'expliquer. La peau apparaît par magie. Tu sais, c'est ça, CGI. CGI à chier, là. Ben, imaginez-vous le CGI. Quand elle se défait puis le bruit, c'est efficace, là. Oui, mais c'est ça. Très des verres, c'est dégueulasse. Ouais. Les asticots. Bon, ensuite, c'est sûr que là, Buffy a finalement compris à quel point elle est en danger. Quoi de mieux comme réaction que de marcher tout seul dans la rue le soir? Avant ça, elle quitte l'école, puis elle pogne Oz à la gorge. C'est vrai. Elle laisse une marque dans le cou, là, tellement elle est comme vraiment paranoïaque. Puis là, dans les corridors, toutes les personnes qu'elle croise, parce qu'elle s'est fait dire ça peut être n'importe qui. Fait que là, chaque personne qu'elle croise, c'est comme, c'est lui. Jonathan. Elle pogne Oz à la gorge, elle la cote dans le mur, puis elle est comme, try it. Puis il est comme, try what? Puis là, elle est comme, excuse-moi. Il est comme, mais... Try what? Il comprend comme pas. Les émotions? Puis quand elle part, il fait juste dire « Oh, c'est vraiment une personne tendue. » Et il continue sa vie. Ouais. Ensuite, on la voit marcher seule jusque chez elle le soir tout seule, qui est discutable. Mais quand elle arrive devant sa maison, on se rappelle que sa mère est toujours pas rentrée de son voyage. Donc, elle ne rentre pas dans sa maison. Elle poursuit sa route. Donc, sa mère, il procure vraiment un sentiment de sécurité encore là, à Buffy. Oui, mais aussi, elle comprend qu'elle est vraiment en danger. Puis c'est un bon move parce que si elle était rentrée chez elle, le vendeur de cosmétiques serait tout de suite venu la voir. C'est pour ça qu'il est dans la maison de la voisine, il l'attend. Fait qu'elle a bien fait de ne pas rentrer chez elle. Elle poursuit sa route. Là, à ce moment-là, on voit que Xander, à la bibliothèque, informe Giles et Willow que Buffy n'est pas rentrée chez elle, qu'elle essaie d'appeler puis ça répond pas. Donc là, ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils savent pas elle est où. Elle est juste partie, mais elle n'a pas dit où elle allait. Ensuite, pas le meilleur move, là? Non. On voit ensuite Buffy qui se rend chez Angel. Elle cogne, mais il n'est pas là, donc elle défonce un peu la porte. Elle fait comme il a fait chez elle. Il est rentré dans sa chambre puis est allé... c'est juste que lui, je pense, ça dérange moins que elle.
Ouais, ben elle a quand même brisé sa poignée, j'ai l'impression. C'est très possible, ça. OK. Donc, elle rentre chez Angel, il est pas là, dans son condo chic sombre, que j'appelle. Pas de fenêtre, puis ben de la déco. Ouais, je pensais que c'était comme une mausolée dans un cimetière. Un loft. Non, ça a l'air d'être comme underground. Oui, c'est ça. Comme si c'était comme comme si c'était dans un cimetière en dessous. Je le sais pas exactement. Non, c'est ça, c'est jamais clair. C'est jamais clair. Tu sais, y a-tu demandé à une courtière? C'est ça, décorateur d'intérieur? Moi, je trouve qu'ici, tu vas être assez bien. Dans tous les cas, Angel n'est pas là et elle a vraiment l'air à bout, donc elle se couche dans son lit. On voit Angel, il est où? Ben, il est au bar de Willie. Il est allé le voir pour obtenir des informations. Willie finit par lui confirmer ses soupçons que c'est Spike qui est derrière le contrat de l'ordre de Taraka. Donc, c'est bien Spike qui a mis les méchants sur la trace de Buffy. Mais avant qu'Angel puisse savoir où se cache Spike, il est attaqué par Kendra, qui, c'est un vampire, donc, qui veut le tuer. On comprend le raisonnement de Kendra. Ils se battent et elle l'amène un peu dans le backstore, puis elle l'enferme dans une cage. C'est comme là où on cage. enferme la méchante bière. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Là, on enferme les méchants barils de brou, quoi. Oui! Donc, elle l'enferme, elle verrouille la cage. Puis, on dirait que c'est un peu la cage aussi dans l'épisode de Wish, où on revient comme si Buffy était jamais venue à Sunnydale, quand Willow est comme « Can I play with the puppy? » Puis elle s'en va comme dans la cage en arrière. On recycle les sets, c'est important, là. Oui, ça a l'air vraiment d'être... En tout cas, tout ça pour dire que Kendra enferme Angel dans une cage, puis elle lui dit que, dans le fond, il y a une fenêtre qui est orientée à l'est, puis que seulement quelques heures avant l'aube, donc le soleil va se lever, il va être exposé au soleil et partir en fumée. Donc, elle vient de le condamner à mort. Elle l'a pas tué, mais elle le condamne. Elle a comme du fun à le laisser dans la marre d'Angel. Elle a comme un plaisir spécial. Mais c'est sa job. C'est un vampire. Non, c'est ce qu'elle est, c'est vrai. C'est ça. Et elle part à la recherche de Buffy parce qu'elle demande à Angel où est-ce qu'elle est, la fille qui était avec toi. Mais Angel ne veut pas lui dire. Bien entendu, de toute façon, elle ne sait pas où est-ce qu'elle est. Elle est chez vous. Haha, lol. N'est-ce pas ironique? Mais elle part à la recherche de Buffy. Ensuite, on voit Giles qui téléphone à Xander. Il est super inquiet et lui demande d'aller voir chez Buffy pour voir si elle est correcte puisqu'elle ne répond pas au téléphone. Il lui dit, demande à Cordelia de te conduire parce que Xander n'a pas de permis de conduire ni d'auto. C'est urgent comme ça, là. Bon, exactement. Ensuite, Giles réveille Willow qui était restée à la bibliothèque avec lui. Elle s'était endormie, puis là, elle fait un cauchemar sur, comme on disait tantôt, des têtards de grenouilles. Là. Terrifiant. Il la réveille, puis il lui révèle que le manuscrit manquant, dans le fond, il a trouvé, c'était quoi l'information qu'il y avait dans le manuscrit? C'est un rituel pour restaurer la santé d'un vampire affaibli. Fait que ça répète n'importe quel vampire affaibli pour n'importe quelle raison. Exactement. Ça marche. Dans ce cas-ci, Drusilla qui s'était fait torturer en 1997 à Prague. Spike a enfin la traduction du livre qui confirme la solution pour guérir Drew. Donc, tout ça, le manuscrit, la grosse calice de croix, mis ensemble, ça le traduit le texte. Et le texte, ce que ça dit, c'est que pour restaurer la santé d'un vampire affaibli, ce que ça prend, c'est son sire. Hey, une chance qu'il était là du lac, hein? Donc, son sire, donc le vampire qui l'a vampirisé. Et on se rappelle, c'est qui a vampirisé Drusilla? C'est Angel. Donc, on a besoin de Angel. Puis en fait, ce n'est pas nommé, mais Drusilla tourne une carte de tarot et c'est la carte de l'ange. Donc, on comprend que la solution, c'est Angel. Donc, c'est drôle, à moi, là, les cartes de tarot, là, rien vu de ça dans le temps. Ah non? Non, là, oui, là, mais, mais tu sais, moi, honnêtement, là, je check tellement... Pourquoi se rappeler de tous les petits détails, là? Ben, en fait, c'est que quand que je voyais méchant, j'écoutais à moitié, honnêtement, la plupart du temps. J'étais tellement comme... Réveillez-moi quand Angel va être en chest. Ouais, c'est ça. On voit Xander et Cordelia qui arrivent chez Buffy. Ils entrent à introduction par effraction, on va se le dire. Xander part à la recherche de Buffy, donc il monte à l'étage pendant que Cordelia attend au rez-de-chaussée. On frappe à la porte. C'est Monsieur Dégueulasse, Monsieur vendeur de cosmétiques / mille pattes. J'en viens pas qu'elle l'a laissé rentrer. Ben, il lui propose des échantillons gratuits. Une folle, elle le laisse rentrer. Ouais, je sais bien, mais...
Et ensuite, on voit Angel qui commence à avoir un bon coup de soleil dans sa cage. On voit que le soleil commence de plus en plus à entrer par la fenêtre. Lui, il est comme un peu pogné dans un coin, puis il commence à avoir chaud un petit peu. Là. Ah, pas bien. Finalement, on retourne dans le loft d'Angel où on voit Buffy qui se réveille dans le lit d'Angel, toujours seule. Mais elle est rapidement attaquée par Kendra. Donc, ils se mettent à se battre. Donc là, combat intéressant quand même. Slayer versus Slayer. C'est tellement ce bout-là. La hache qui arrive sur l'oreiller, puis tout, elle se réveille. Puis comme j'imagine qu'Andrea est juste là, sur le côté, avec la hache, puis elle attend. Moi, je pense qu'elle arrive au même moment. Ah ouais, hein? Donc, ils se battent les deux. Puis dans le fond, Buffy, c'est intéressant parce que quand ils commencent à se battre, elle lui dit « You must be number 2 ». Parce que pour Buffy, elle pense que c'est la deuxième assassin de l'ordre de Taraka. Mais c'est aussi la deuxième Slayer. Donc, oui, je sais! Donc, cool. You must be number 2. Yes, she is. Puis en plus, elle vient de faire caca. Non, c'est pas vrai. You must be a number 2. Donc là, combat. Et à un certain moment dans le combat, Kendra lui demande qui elle est. Parce que Kendra, il ne sait pas c'est quoi vraiment. Elle a juste vu embrasser un vampire, mais elle ne sait pas c'est qui. Mais là, Buffy est un peu perplexe parce qu'elle est comme, t'as été envoyé pour me tuer. Comment ça, tu me demandes qui je suis? Donc, ça met comme un peu un point d'interrogation dans la tête de Buffy de, attends une minute, c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être pas une assassin de l'ordre de Taraka. Donc, oui. Donc, ça met comme un peu un doute. Une chance qu'ils ont été verbales pendant le combat parce que sinon, ce serait juste une des deux aurait tué l'autre puis elle l'aurait regretté après. Puis ça, c'est la méthode de Buffy. Buffy parle tout le temps. Ne me laisse pas faire le chick fight thing. Puis là, comme chick fight, de quoi tu parles? Puis là, elle pogne les ongles, puis elle tire les cheveux. J'étais comme, il manque juste les coups de sa coche. Donc, Buffy lui retourne la question et lui dit, toi, t'es qui? Et Kendra lui répond qu'elle est Kendra, la tueuse de vampires. Et l'épisode se termine là-dessus. To be continued. Et à ce moment-là, on était tous dans nos salons en train de crier nos vies. What? Oui, carrément. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et là-dessus, je t'envoie au bloc 4. Allons-y! Je suis allée voir Albert. Ouais. On est au bloc 4, déjà rendu à la fin de cet épisode. Je dis déjà, mais l'épisode est probablement plus court que notre enregistrement parce que Stéphanie puis moi, on est bien contents de se revoir. Oui. On est en compagnie de Bébert avec nous. Oh, je l'entends. Oh. Et aussi en compagnie de Kimmy Moore et Caroline Terrien qui nous ont envoyé des messages par rapport à Kendra partie 1. On commence avec Kimmy. Tu te sens prête? Oh, petit garçon. Excuse, parce que tu as une file de... Mais oui, mais bébé, qu'est-ce qui se passe? Lâche le fil. Ben oui. Attends. C'est sûr qu'il t'a compris puis qu'il va t'écouter. Ah, bon l'autre qui commence. Mêle-toi-en pas, toi! On va aller avec un message de Kimmy Moore qui va se joindre à nous pour nous dire ce qu'elle pense de cet épisode. Tu es prête? Yes! Bonjour, bonsoir, Buffy, Brew et Stéphanie. L'épisode What's My Line, partie 1, est un gros épisode qui met en place plusieurs choses pour les événements à venir. L'arrivée de la magnifique Kendra avec le meilleur accent, l'introduction du personnage de Willy, des tests de personnalité pour future carrière, plein de vilains de The Order of Taraka, dont un wannabe Hulk Hogan, un Monsieur Respect, un Spike qui essaye de trouver un remède pour Drusilla. Je le trouve un peu trop chargé, mais des détails importants sont là et ça me rend surtout triste pour Buffy qui pense ne pas avoir d'avenir de carrière. Mais le point fort, c'est l'arrivée de Kendra parce que moi, personnellement, c'est un personnage que j'aime bien, que je trouve qu'il s'en va trop rapidement, trop facilement. Donc, somme toute, bon épisode, mais un petit peu trop chargé. Donc, merci pour votre écoute. Kimmy Moore vous dit à bientôt. Merci. Merci. Kimmy. Hey, j'écoute tellement la tune souvent depuis qu'on l'a mis comme nickname sur Kimmy Moore. Là. Mais là, quand elle disait meilleur accent, c'était-tu comme sarcastique ou? Faudra lui demander, peut-être pour le prochain épisode, ce sera le mystère. Comment on va se tenir? Est-ce qu'elle était sérieuse ou sarcastique? Moi, je pense qu'elle était sarcastique. OK. Ouais. Parfait. Est-ce que c'était trop chargé aussi? Comme je me pose la question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, c'est un two-parter. Fait que, tu sais... On peut se permettre d'en mettre plus. Dans le sens, mais là, c'est pas dans le part 1 qu'on voit Xander et Cordelia s'embrasser, mais c'est quand même, mettons, si on fait comme si c'était un tout, là,
il y a quand même tout ce qui se passe avec l'ordre de Taraka, la guérison de Drusilla. Ça se passe entre Cordelia et Xander. La rencontre entre Willow et Oz. Démarche en orientation. Fait que c'est vrai que ça fait beaucoup, mais tu sais, mettons... non, je m'en dis c'est quoi mon coup de cœur, mon pieu dans le cœur, mais je vais attendre que tu me le nommes. Ah, je veux pas savoir. On va tout de suite se diriger vers Caroline Terrien. Oui. Un beau petit message. Tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Stéphanie Bruno, allô? premièrement, félicitations pour votre podcast. Il était temps que quelqu'un fasse ça. Fait que je suis bien contente que ce soit vous. Concernant l'épisode What's My Line, partie 1, moi, ça me fait toujours rire quand Buffy est devant le mausolée puis qu'elle tue le vampire et que là, on voit juste un jet de poussière qui tombe dans l'étang en voulant dire que c'est le vampire qui vient d'être tué, mais on voit clairement que c'est juste quelqu'un qui a pitché une poignée de poussière dans l'étang. Et ça me fait rire à quel point, à chaque fois, c'est juste vraiment pas leur meilleur effet. On voit qu'ils ont coupé à ce moment-là. Mon coup de cœur, ça serait quand Buffy arrive dans sa chambre puis qu'elle voit que Angel est là. Puis là, elle drop son sac à terre puis Angel se fait juste se retourner en tenant sa peluche, en ayant peur. Ça aussi, ça me fait rire à chaque fois que je vois ça. Mon pieu dans le cœur serait... peut-être que vous allez pas m'aimer, là, mais Kendra. J'aime pas vraiment ce personnage-là. On dirait que je la trouve awkward. Je trouve qu'elle est off un peu. Son accent, je trouve aussi que son accent est trop forcé. Ça paraît que c'est pas sa vraie voix, son vrai accent qu'elle a dans la vraie vie. Donc ça me gosse un peu à chaque fois. Et la quote de l'épisode, selon moi, est la quote de Xander, parce qu'on va se le dire, c'est lui qui a les meilleures quotes dans l'épisode en général. Puis c'est quand il parle avec Snyder dans le corridor, puis que Snyder, il dit genre... Ça sert à rien ce que tu dis, your breath is toxic, je sais pas quoi. Ah, c'est vrai. Puis que là, Xander, il fait juste répondre, Well, I'm glad you feel comfortable enough to be so honest with me, and I can only hope that one day I'm in the position to be that honest with you. Je trouve ça parfait comme comeback. Donc, je donnerais un 3 sur 5 à cet épisode-là. C'est pas vraiment le meilleur de la saison 2, mais il y a sa place. C'est pas mal ça. Je vous dis salut, puis à une prochaine fois, un prochain épisode qu'on attend impatiemment. Merci, bye! Merci, Caroline! Merci, Caroline! Hey, c'était cool, ça! Mon Dieu! Et donc, l'accent, on n'est pas dans le champ, là. Genre, nos deux commentaires en parlent, là. C'est quand même... tout le monde est pas mal d'accord sur... Mais regarde, tu vois comment ça diverge, par exemple. T'avais Kimmy Moore qui tripait sur Kendra, puis nous autres aussi, on tripe quand même sur Kendra, mais il y en a du monde que, justement, à cause que c'est... Selon eux, des fois, ça peut être considéré comme mal acté ou ça peut être mal dirigé aussi. Il y a quelqu'un qui disait qu'elle faisait une bonne job là, à Bianca Lawson là-dedans. Là. Puis, tu sais, dire mi au lieu de mais, c'est dans certaines cultures aussi, là, des fois. Donc, c'est dur à dire. Elle s'est fait pitcher, elle a pris la job, mais de là à la dire que je l'aime pas, je sais pas, mais tu sais. C'est vrai que des fois, les gens awkward, ça peut être difficile pour certains. Puis on n'a pas beaucoup de temps pour apprendre à la connaître aussi là, dans cet épisode-là. Là, donc, peut-être que je préfère l'autre fois quand elle revient. Là c'est encore plus... puis là, c'est comme elle... On la connaît déjà, donc quand elle revient, c'est comme plus agréable. Mais surtout que si tu me demandes qui j'aime mieux entre Faith et Kendra... Ouais, ben là, c'est parce qu'on peut pas comparer. Non. Leur valeur est différente par le nombre d'épisodes. C'est pas juste la qualité, c'est la quantité aussi de. C'est ça. Faith, genre, il y a son arc narratif, là, elle passe de genre la tueuse à l'ennemi, à la whoop, elle redevient. Je l'aime tellement. Faith, là, a besoin d'être aimée puis valorisée. Ben, c'est ça, mais son personnage est. Alors, Kendra, on n'a pas le temps on n'a pas beaucoup de background, pas beaucoup de couches, mettons. Non, c'est ça, on sait même pas si elle vient des carabines. On sait même pas, elle vient des carabines? Non, c'est ça. Est-ce qu'elle a chanté avec Rihanna? On le sait pas. Mais j'avoue qu'elle a une vibe très Rihanna. Depuis que tu as nommé Rihanna, je suis comme, elle est très Rihanna. Ouais. C'est juste. Imagine-toi si elle avait eu les yeux verts comme Rihanna. Les Bermudes, la gang. On s'égare. Puis toi, Steph, tes coups de pieux, coups de quote et toutes ces choses-là, conte-moi ta vie. Je te dirais que mon pied dans le cœur, c'est peut-être. Je comprends la semaine carrière parce que
ça met le ton sur l'identité, tout ça. Mais tout le bout avec Willow, bon, que elle a été sélectionnée, puis toute cette scène-là, moi, genre, j'étais comme, elle aurait vraiment pu croiser Oz dans mille autres. Tu sais, il y avait comme 1000 autres façons de la faire rencontrer Oz. Je sais pas. Je me questionne sur la pertinence. Donc, pour moi, ça, c'est un pieu dans le cœur. Sinon, je te dirais que je trouve que l'épisode est quand même assez bien ficelé. De la façon dont on nous fait croire que Kendra est la troisième assassine de l'ordre de Taraka, puis qu'on apprend vraiment à la toute fin de l'épisode qu'elle est, dans le fond, une tueuse. C'est un bon punch. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur, là. La construction de l'épisode, puis le punch que Kendra, c'est une tueuse de vampires, puis que ça nous laisse là-dessus. Parce que, bon, là, nous, on le sait pourquoi il y a une deuxième tueuse, mais ça nous le dit pas à la fin de l'épisode. Là. Ça fait juste finir là-dessus. Puis aussi qu'on sait que Angel est la solution pour guérir Drusilla. C'est quand même une twist intéressante. Donc, on se doute que c'est le genre de guérison qui va tuer Angel. Là. On se doute qu'il va pas survivre à ça. Donc, ouais, ça, c'est vraiment mes coups de cœur et pieds dans le cœur de l'épisode. Toi, Bruno? T'as-tu une quote? Oh my God, moi, c'est... tu passais pour du temps de qualité avec Mr. Gordo quand Angel il est dans la chambre. Puis tout se passe dans la chambre, dans le fond, parce que mon autre quote que j'aime full, c'est quand elle a dit « Ah, ma mère est à LA jusqu'à jeudi. » Puis il fait « Ben, pourquoi tu rentres par ta fenêtre? » Puis ça me fait vraiment rire. Habit. Oui, c'est mes deux quotes. Dans Moto, j'ai 2 quotes. J'avais celle où est-ce que Xander, il dit « Oh, I forget, you're not a people. » C'est-tu Xander qui dit dans c'est Buffy qui dit ça? Elle dit ça au voleur. Quand il est en train de voler, genre, puis elle dit quelque chose, you people, nanana. Elle fait, oh, I forget, you're not a people. Oui. Puis, l'autre partie, c'est quand Willow se réveille puis qu'elle dit, don't warn the tadpoles. N'avertis pas les têtards. C'est ça que ça veut dire. Coup de cœur, moi, la fin, c'est percutant. C'était tellement dans ta face. Tu perds tes dents au complet. Puis mon coup de couteau, c'était d'attendre la semaine pour voir la suite. Ah oui, je comprends. Quel calvaire! Imaginez! Nous, il a fallu attendre une semaine avant d'avoir... C'est ça. C'est ce que je me souviens d'avoir attendu puis d'avoir trouvé ça tough, là. Wow. Effectivement. On se retient pour la note. On va donner une note globale à la fin du part 2, c'est ça? Ouais, ben moi, je viens de me rendre compte que les deux, ils se séparent de comme un point 1. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de presse. Là. Excellent. Ben, écoute, on est prêt pour... l'épisode 9, donc ça va être une belle continuité. L'épisode 10, pardon. Une belle continuité. Je m'en dis la semaine prochaine parce que, bon, pour nous, on va enregistrer la semaine prochaine, mais pour vous, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, à la fin du mois. À la fin du mois, donc la suite, What's My Line Part 2, épisode 10. Et on va être presque rendu à la mi-saison déjà. Yes, puis en plus, c'est moi qui fais le pas à pas du prochain. Oui, j'ai demandé, en fait, j'ai lancé ce défi-là à Bruno, aussi pour me laisser le temps de préparer quelques épisodes. J'ai demandé à Bruno de faire le pas à pas de l'épisode 10. Donc, c'est lui qui va leader le bloc 3 du prochain épisode. Donc, ça va changer la dynamique un peu. Ouais, je suis un homme! On saura plus, on est-tu dans un frisson ou dans un Buffy? On sait plus. Et désolé pour les petits bruits pendant le bloc 4, j'allaitais. Donc, si jamais il y a des petits bruits de succion... c'est pas de moi. Oui, c'est ça. Donc, sur ce... Ben, c'est-tu le mot méchant? J'allaitais. Ah oui, c'est ça, avec un gros reverb. Ouais. Donc, sur ce, Bruno... Hop là! C'est ça, cherche-moi pas, tu vas tomber. J'essaye. OK, mais on dirait que ça finissait comme jamais. Oui. J'étais là. Ça part mal. Refais-moi là avec une fin pour que je puisse faire... Bon, OK, voilà, il va falloir que je cogne sur mon chest, par exemple, parce qu'à la fin, il y a du gros... Bon, ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le pod, le podcast officiel de la Fête du Canada. Non, c'est pas vrai. C'est vrai!